Bonsoir, je suis Dr Arthur Trémia, euh, euh, ex-DG de Kifema Capital, ex-secrétaire général de Togo Invest Corporation, et bien avant cela, j'ai été avocat, financement de projet, j'ai fait du project finance et donc j'ai contribué à accompagner beaucoup d'États et des investisseurs privés pour financer les infrastructures structurantes des économies de certains États. Je suis content d'être dans la nuit. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Prêt, enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Je peux te tutoyer, Arthur. Bien sûr, Laté. Tu sais, Arthur, tu as aidé à financer la centrale Kikeli, qui est un projet qui devait améliorer l'électricité au Togo. Mais on constate, à contre-productivement, si on peut dire, que ça ne marche pas. Le prix de l'électricité continue d'augmenter. Comment tu expliques ça? Bon, tu me fais partager une grosse responsabilité là. Il est vrai que j'ai contribué au projet de la centrale thermique Kekeli Efficient Power. Il faut préciser une chose. Kekeli, c'est 65 mégawatts de production via la technologie utilisée. C'est une technologie qu'on appelle, c'est une technologie combinée utilisée, et c'est supposé pouvoir fournir de l'électricité à 800 000 logements, pas habitants, logements. En termes de logement, si on part du principe qu'un logement, vous avez entre 2 et 4 personnes qui vivent dans des logements. Kekeli n'est pas un échec, Kekeli est une réussite. Kekeli a permis au Togo d'augmenter sa capacité de production d'électricité. Enya kolebia, enya elemi. Kekeli be doa c'est augmenter la capacité pour être moins dépendant de l'électricité qu'on importe des pays, et aussi permettre d'éviter en grande partie les problèmes de délestage qu'on connaît. Kekeli, tout comme les autres centrales qui existent, n'ont pas pour objectif premier de baisser ou d'augmenter le coût d'achat de l'électricité. C'est pouvoir s'assurer que l'État a une souveraineté sur la question de l'électricité. On sait tous, toi et moi, que si on n'a pas d'électricité, on ne pourrait même pas être ici. Et donc, c'est un facteur de production dans toute chaîne de valeur. Et donc, effectivement, c'était d'augmenter cela. Électricité bezoleijo. Et je vais peut-être expliquer système et industrie de la production, de la vente de l'électricité. En fait, nous donne 3 catégories. En fait, dans la chaîne de valeur, vous avez 3 secteurs, 3 sous-secteurs. Secteur de la production de l'électricité. Le secteur du transport de cette électricité-là par les hautes tensions. Et vous avez le secteur de la commercialisation de l'électricité. Les Togois, secteur de la production, initialement, CEB, et qu'on a production. ENA, CEB créé, nous connaissons Nangbeto, barrage de Nangbeto qui vient bona. CEB a un organisme international et Togo ku Bénin na indo du yo créé CEB dans le but que on la mettre en synergie ou ben quoi. On la doit entité les cas qui a été produire électricité. L'acteur transport d'électricité, Sobana CET et les Bénin na SBE, Koni société de commercialisation. Et comme il est CEB année et comme état me vient comme il y avait doga et bon comme il y avait mis pinvira et qu'on a viré. Donc c'était un peu ça pour mutualiser. Il y a cela quelques années, les États ont décidé de restreindre la fonction, l'objet social de la CEB, la production d'électricité encore. Donc, CEB a les doga. Alors là, financer production d'électricité. CEB a transport d'électricité. Donc, CEB a, et on a ligne de haute tension, CEB est géré. CETA, il faut savoir que CETA, au sens actuel, dans la situation actuelle, la CETA n'est pas un producteur d'électricité. CETA est plein d'électricité, les Amerogbo, donc si bien que libre, contrôle global, allo les Ghana, Volta River Authority,
Allo Nigeria, Calabar, centrale de Calabar. Donc, à moi, me voir, c'était plein de King Bala, c'était la plélé. Kikilibo, et ce là transporter les belles lignes dit, c'était là, électricité, là, c'est un ami. Problème qu'il est joint, mia. Et prix de l'électricité jusqu'à récemment, c'était un arrêté de 2010, applicable à partir du 1er janvier 2011 et fixé tarif d'électricité pour le domestique, l'industriel, que ce soit à basse, moyenne tension. De 2011, ça fait 14 ans. Entre-temps, nous a construit centrale à Orient, intrant d'eau, Orient aluminium, Orient et turbine, Orient technologie, tout ça, entre-temps sur le marché, tous ces produits ont augmenté. Les matériaux, donc le coût de ces produits a augmenté. Donc, centrale qui produit initialement peut-être à 100 millions de dollars, et bien nous sommes contingents sur pata centrale à Olawea, et bien coût à pata, nous connaît CAPEX, coût d'investissement dans la centrale là, et là nous 150 millions de dollars. Photovoltaïque, c'est la même chose. Photo sensibilisant aux en a, énorme matériel, c'est de la matière première. Tout ça a augmenté. L'aluminium, tout a augmenté. Donc, le coût même de la construction d'une centrale a augmenté. Or là, CTA, arrêté de 2011, a fixé cap na ega. Donc, Nicolas, toi. Donc, c'était quelqu'un qui prenait l'électricité sans peut-être 70 francs. Là, la surcharge, soit payé. Là, tout transport, on a subé. Et là, c'est un ami, on va dire 120 francs. Donc, tu as charge, tout ça là, 120 francs. Donc, et là, tu as charge, voilà, tout fait là, tu as bien, si tu as l'électricité à 120 francs. Donc, les 120 francs, et là, tout ce bêta, là, va dispatcher l'ami. Là, son employé, là, passe à bon, là, on facture, là, tu as charge en tant que entreprise publique. Finalement, en réalité, le coût d'achat et de vente de l'électricité revient à la CEB peut-être à 130 francs. Mais vous payez 120 francs. Ou bien, donc, il y a une gap de 10 francs. Exemple, mais c'est le même schéma si on prend les coûts réels. Il y a une gap de 10 francs. Gap de 10 francs, mais quel est chaud? Sur presque 14 ans. Donc, vous imaginez quand même que chaque fois qu'on essaie de collecter, il y avait gap, bata, nous souna, là, avec tout fait un IPPO. Donc, IPPO, il y a un producteur indépendant d'énergie. Nous sommes là avec toute dette, les Nigeria, Kudo Ghana. Et là, t'as remis dans ces bénéfices, mais c'était doufin. En fait, c'était doufin parce qu'en fait, les gars qui les collectés, on les sous là, tout charge, au kakakara avec tout fait d'amour. Donc, et Nina, avec le temps, dette avale loulou. Donc, à un moment, État obligé de prendre des responsabilités. Là-bas, coût on laisse l'électricité à Namia, il y a coût réel, yo. Et les prémas subventionnés. Électricité, domaine, nous, les subventionné, domaine de, elle a tenu santé, elle a tenu éducation, parce que l'électricité, c'est dinaga. Non, peut-être même les uns, parce que on a clim, mais voilà, l'électricité, c'est dinaga. Donc, il a été subventionné à un certain niveau. Ma subventionné coût social, il a été subventionné dans industriel, dans, ok, par exemple, à pouvoir d'achat, dans le salaire, on l'a subventionné, c'est un peu difficile. Parce qu'ils n'ont pas taille comme une contribuable, elle est tuée. Donc, l'État a maintenant rehaussé prix d'achat de l'électricité. Mais au moins, il y a équilibré budgétairement. Mais maintenant, tout dette pour t'a coup de ya. Donc, il y a l'État qui au fixé. Et les tout dette. Et en réalité, augmentation, si je veux être très honnête, il faudra avoir 2, 3, 4 rounds d'augmentation pour pouvoir minimum s'assurer de l'équilibre budgétaire et s'assurer qu'il ne va pas avoir de problème. C'est pas que je dis, je suis dans l'administration togolaise. Mais en tant que financier, en tant que juriste qui connaît un peu le secteur, il faudrait quand même qu'on augmente encore pour s'assurer minimum que lorsque la société collecte les redevances, les prix payés par les uns les autres, elle arrive à pouvoir payer les IPP, à pouvoir investir dans son propre réseau, parce qu'en fait, il y a tout ça, et surtout à pouvoir anticiper les prochaines crises qui vont arriver. Oui, mais ce que je dis, oui, Arthur, la hausse de ces prix-là, tu ne penses pas que ça étouffe encore les petites familles qui galèrent déjà? Koko et Zoti dit soir. Et Wobega, et dit, Kova dit d'intota, amo Koko Gaidia, on dit gaon, rien n'est fio. Et Wok est mis tout na 100 francs, mais le tout en 250.
Mais les doigts à quoi? Tu as raison. C'est que, et nous, il y a un gouvernement qu'on a sujet au coup d'attention, parce que, au bouger d'un point de 2 points, le coût de l'électricité qui est foyer là, toi, en fait, à au lieu ponctionner, ouais, pouvoir d'achat. Parce que, en plus, on les ponctionner, coup d'eau, et le résultat, on a exponentiel. C'est que, juste parce que, au coco électricité, il dit de 2, on va dire de 10%, le prix de l'électricité de 10%, et les toucher, population, parce que, comme une baie, à Messia, mais qui est en électricité, sauf fabriqué, na, consommable, là, c'est la population, quand on a gagné, est trop répercuté, na, consommateur final dit, oh là, ça a l'air, ou bien. Donc, je comprends parfaitement cela. Et là, voilà, nous, gouvernement, là, nos responsables, là. Parce que, nous, j'ai un gouvernement, non responsable, là. On est obligé à prendre une décision douloureuse, d'eau. Un exemple. Admettons que le gouvernement, décide, et ma koko gaïdjo. Ce TB d'État, ni sont les presses, mais, obé, presque même les lots. Hein? Car, il y en a mot. Obé, ce TA est dans la perte de 30 milliards chaque année. Admettons, 5 dernières années, on met 30 milliards à Yidjineni. Pourquoi? Donc, les 30 milliards en 5 ans, on est déjà à combien? On est déjà à 150 milliards. Si mes chiffres sont bons, hein. Voilà. Admettons qu'ils ont perdu 20 milliards sur les 10 autres années. On est à quoi? On est déjà à 200 milliards. Donc, moi, hypothèse, je le vois, 30 milliards. Donc, imagine dette que là, non, on parle en centaines de milliards. Chaque année, ça augmente. Or, à ce à entreprise publique et actionnaire de Kenya, mais comme État. Et comme État bédété. Et comme Togolais bédété. Et comme je que été à le mettre pression namia, c'est aussi pour payer les intérêts et le principal de cette dette. Donc, on obéa d'une certaine manière. Mais de tout dette, on va. Or, elle est un peu injuste, un coup, bon. Il y avait zouzanzan, les dioués, on voit. Il y avait un pôle augmenté juste parce que, autrement, il n'y a pas dit. Donc, il y a une forme d'injustice fiscale. Au lobby, au local électricité, il dit, il y a qui les consommé sous bois, proportionnellement, et bien, gaïla, il dit, qui les consommé peu, et bien, gaïla, il dit, quoi. C'est aussi l'occasion d'apprendre à pouvoir utiliser l'énergie, à faire des réductions, à faire des économies d'énergie. Tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a terminé, c'est douloureux, mais c'est des réformes qu'il faut faire absolument quand on veut être un gouvernement responsable. Et on va devoir le faire parce qu'il est juste impossible d'imaginer que la société soit en faillite. Parce que producteur, on l'oblige la société avec capacité de payer l'électricité avant de venir. Donc, si la société n'a pas la capacité de le faire, vous n'allez pas avoir des producteurs nationaux qui vont venir. Donc, vous n'allez pas avoir la souveraineté énergétique. Et comme chaque jour, et du coup, tu as là dans l'électricité. Maintenant, chiffre des ça. En 2003, rapport 2003. Je donne le chiffre parce que ça fait 2 ans de cela que je sais pas à quel niveau ça évolue ou pas. 66% de l'électricité que nous consommons au Togo est importée. Et comme une béni soit centrale en pata, kéké les kébé en ligue blanc. Au sort contrôle global, au sort AMEA, au sort même Nangeto, au sort pata, au produire à plein régime. En réalité, on est juste à 44% de la demande nationale que nous sommes en capacité de produire. 44%. Ma bien aussi, j'aurais bien d'autres problèmes pour Nigeria. De mes yeux, mais pour nous, au bloqué frontière, il a duré les filles pendant des années à nous, yo sozonami, yo benami maganami zo. Gana chan, admettons, yo sozonami. Comment on va faire? Comment on peut satisfaire le besoin économique d'un pays en termes de production électrique avec 44% enfin, 66% amputés? On n'a pas la souveraineté. Donc, en fait, notre économie, aujourd'hui, au vu de la structure même de notre apport, de comment est-ce que nous fournissons l'énergie, dépend, en fait, des autres pays. Or, ami, faut qu'on a souveraineté. Il n'y a qu'un diag boulant pour conclure, côté Wanibere. Ni de la réforme sous-bas, notamment, ce TB dette à miakwale qui m'a été géré, roi. Deuxième chose, indication qu'il y a une mindula te toté, investissement dans les centrales. Il faut minimum qu'on atteigne 50 à 60% de la production, enfin, de la demande qui soit satisfaite par la production nationale. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 100%, mais
vous avez absolument besoin d'avoir de quoi faire fonctionner votre économie, sinon, il y a d'autres problèmes. Donc, il faut que l'État continue et il faut que le concitoyen sache que l'électricité a un coût. Donc, l'électricité à Zanzantianré, il n'y a qu'à virer les fous, c'est que les statistiques, on a heure qui est aux zones électricité ou c'est le soir. C'est le soir. C'est ça aussi le problème. C'est que, en fait, l'électricité qu'on a sert davantage aux commodités domestiques qu'à la production de la valeur. Donc, mise en a, intimi, c'est la vivero, parce que les milles comme mais mise en a zo souvent. Ora, c'est de la commodité. Journée, mais quand tu fais le pic, c'est dans la nuit. Donc, ça signifie qu'on utilise plus d'énergie pour la clim, la lumière, l'éclairage public exactement, mais peu pour créer de la valeur. Or, et vina, nous, les électricités, soit les créer valeur. Yo, méthode de charge nommé. Yo, ôté, reporté d'eau, utilisateur final dia, qui est chambre pouvoir d'achat les permettre là. Tu ne sens pas le coût de l'électricité. Certains pays en sont arrivés là. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une forte production, une surcapacité de production. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir de quoi faire avancer son économie. C'est pas au moment où ton économie est en besoin que tu vas commencer à mettre. Tu anticipes en mettant. Et le surplus, la Côte d'Ivoire est devenue vendeur d'électricité. La Côte d'Ivoire nous vend de l'électricité. Vous voyez? Et dans la même année, en 2024, on a augmenté 2 fois le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. 2 fois. En 6 mois. Papa. Ivoirien netto se plaindre. Ivoirien netto se plaindre. La télé kokbaro. Et nous, On y a on to se plaindre. Parce que, wagwa, aux en électricité à sort créer une activité génératrice de revenus. Voilà. Donc, à la fin, minya ben nyanzo. Erano permanent. Voir comme ce soit les gigaya, ma vemo. Donc, il y a aussi chez nous une forme de discipline à étudier l'électricité pour créer plus de valeur que d'utiliser la clim, alors que notre salaire n'a pas plus augmenté. Donc, on est au Togolais, on le se plaindre. Mais outils les dia, c'est parce qu'on tombe le sens en ouais. Non, les Togolais, les se plaindre, les outils dia, c'est parce que pendant quelques années, pour diverses raisons, notamment des raisons sociales, on n'a pas répercuté le coût global, je vais appeler l'inflation et le coût de la production d'électricité sur le consommateur. Donc, l'État a cherché à subventionner cette partie-là, mais aujourd'hui, on n'a plus d'argent pour pouvoir le faire. Donc, et en fait, Amine qu'elle est tous au Tchanuero. Donc, en fait, comme État qu'il est prendre en charge une partie de la subvention, monsieur Bezotia qui est bon souvent. En fait, les outils en con. Dès le départ, les outils en con. Donc, ce n'est que une correction pour pouvoir être en fait en adéquation avec la réalité économique et financière de l'investissement qu'il faut. La bonne nouvelle, c'est que les contrôles, pas de niveau qui est s'inverser na ezotia kuna et mi poku nangbeto et mi pona ku central boboro début à investissement on a high mais état l'obligé là ouais c'est vraiment important. Population tient subir les virées voire après et va kuna. Pourquoi? Parce que investissement, nous, tout dette à voir. En réalité, on n'a plus besoin de pouvoir, il y a plus de services de dette aussi élevés. Il y a ce qu'on appelle l'OPEX. Souvent, c'est la ressource pour pouvoir s'assurer du fonctionnement, de la maintenance, qui est souvent très basse. Donc, tu ne fais que répercuter ça avec une certaine marge sur la population. Donc, tu as un coût d'électricité qui devient extrêmement compétitif. Venez nous investir, les gars. En fait, vous ne faites que reporter le problème. Tu sais, Arthur, au diriger le fonds, tu as dirigé un fonds qui devait booster l'économie du Togo, tu vois. Mais avec BA, on a l'impression que le Togo regresse, l'économie togolaise regresse ou bien stagne complètement. Comment tu expliques ça? Bon, je suis content que tu dises qu'on a l'impression. Parce que les chiffres ne disent pas la même chose. Il faut bien qu'on s'entende sur quel est non, il y a l'impression, mais l'impression, elle est importante, elle est vraie, hein. L'impression est vraie parce que, on y a dernières années, mais en 2021. Fin 2020, on a eu la Covid. On a un argument Covid, ça, un argument ami. Non. Parce que Covid va doit, on a eu, le taux de croissance a baissé et du coup, là, on a 0,1%. Et du coup, là, au taux de croissance négatif. Et c'est grave, hein. Taux de croissance négatif. On était au Togo,
et en Afrique de l'Ouest, un peu partout dans le monde, on a eu un taux de croissance qui est devenu bas. Donc, même nous investir comme économie en ligne dynamique, bon, le citoyen ne voit pas ça puisque le business ne marche pas. Après ça, on a eu la crise qui continue encore, la guerre russo-ukrainienne. Amo blonebe le TP Didi, il faut alomia novio koni intellectuel gabo. Nous kanyo abale dit le Togo benyamo. Erreur, parce que le Togo est dans la mondialisation. Une crise russo-ukrainienne va impacter l'économie mondiale, c'est ce qu'on voit. Le coût des matières qui sont produites par la Russie, l'Ukraine ou les États environnants ou les États alliés ou les États en confrontation ont subitement augmenté. Donc, nous avons mis importé dans le sous-boye. Or, l'année noire, il dit de 10 points. Égalé que l'on a bien do galo à gazan au TRB. Donc, c'est tout ça qui fait que l'État l'oblige à anticiper. Non, donc, nous sommes SOCPA. Tu vas te rendre compte que l'État investit beaucoup, mais entre-temps, avec ces crises exogènes, le dynamisme économique n'a pas pu avancer. Mais ça ne veut pas dire que l'État n'investit pas. Et l'État investit, vraiment. Crise, il y a tout le mévilé poiré. À trop peu, il y a économie, il y a résilience là. Parce que les chiffres sont bons, mais ne sont pas suffisamment élevés pour qu'on constate immédiatement au niveau de l'usager, au niveau du citoyen directement. Juste, c'est question de 1 point. Hein. Admettons par exemple, là on a 6,5 points. 6,5 points, c'est un taux normal. Mais pour pouvoir avoir un impact sur une économie, je te donne un exemple. Le PIB du Togo, c'est 6 400 milliards à peu près. 6 500 milliards à peu près. Avec une croissance de 7 points sur 10 ans, en fait, on double notre PIB. C'est ce qu'on a fait, puisque notre PIB en 2012 était de 2 300 milliards. En presque 13 ans, nous avons triplé notre PIB. En 2014, pardon, excusez-moi, le chiffre est de 2200 milliards à peu près, en 2014. En 11 ans, nous avons triplé le PIB du Togo. On a triplé. Donc, on m'a été en 2014 à niveau de vie à les coups de bien différence les choses évoluent mais un peu lentement. Ah oui, as-tu différence les mais différence les parce qu'on vit dans la précarité, tu es d'accord? Et blé, on doit bon avec blé on m'a bien il y a quelques années avec nous le non doit afficher à côté on n'arrive pas à manger 3 fois par jour, on n'aime pas bien manger déjà. 3 fois par jour, difficilement. On vit dans la précarité, les gens sont dans les rues, la vie chère augmente et tout ça. Alors, c'est ça l'impression. On a un jour qui... Vraiment impression. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. En réalité, tu as raison, parce que à la fin de la journée, si le concitoyen ou bien le citoyen ne dit qu'il a l'impression de ne pas manger, ce qui veut dire que ceux qui sont en haut, à un moment quelque part, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché malgré l'effort qu'on fait? Ah, voilà l'impression, hein, Emile Djilam. Ah, une globale de raison, c'est que, en fait, citoyen, il doit faire. Il doit faire. Donc, en réalité, à mes collègues, les pilotes économiques, on a bien reconnu, même, il y a un chiffre, les bons, les bons, nous, quand les citoyens, les deux impressions, les non. Quoi. Et donc, nous, là, et nous, en fait, ces dernières années, État investi dans secteur sociaux, mais souvent. Santé, domaine de la santé, État investir. Covid, Benoît, on mis souvent. État investir les écoles. Ma État investir. Tu vas couper. Tu sais, dans la même réalité que le État investir et nous, nous tenons social, école, santé, tout ça. On y avait quoi à ton school d'histoire. Il y a des villages, on a vu sur les réseaux sociaux, classe sont les dégradés. Oui. Et les conditions ne sont pas des conditions normales d'apprentissage ou d'études. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Oui, justement, tu les glometa investir sous Boamonia. Jou qui est allé là, toi, t'es bien galé investir. Hein? Jou qui est allé là, toi, t'es bien investir. Fou nous est allé en défaillance, parce que même dans un pays développé, problème on en a ni. Donc, il y a fait qu'il justement, problématique où on colle. État l'obligé à investir. L'éducation, ce n'est même pas du social, c'est le cœur de ton économie et de ton identité. Donc, on l'oblige à investir. Ce que l'on tombe, par exemple, là, j'espère, une fois que c'est identifié dans les poches, il y en a beaucoup comme ça. Il faut avoir le courage de dire qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de construction de nouvelles écoles. Il faut que ça accélère le processus. Il y a qu'une bonne santé.
éducation, allô? Militaire, sécurité nationale. C'est un point très important parce que c'est le deuxième poste budgétaire de notre pays. La sécurité nationale vis-à-vis, en fait, de la guerre. On est en guerre, hein. On est en guerre. Les Togolais, on est en guerre contre les djihadistes. On est en guerre contre les djihadistes. On vit une situation compliquée. Et je pense que le gouvernement devrait, et parce que le concitoyen a besoin de savoir, qu'on nous mette face à nos responsabilités collectives et qu'on dise ce qui se passe. Parce que M. Bolli donc, nous sommes pas tard. Et bien, problème que l'NIB, finalement, se rend compte que, et nous, on beaucoup plus le budget sur les questions de développement économique ces dernières années. C'est là où le concitoyen ne sent pas. Parce que dynamisme économique a, entre-temps, évadé divisé au profit des secteurs qui sont la santé, l'enseignement, la sécurité nationale. Donc, on espère, au même la 5e République, mais allô, feuille blanche, parce que le gouvernement en poteau. Mais l'espérer, le gouvernement, est là, toi, au moins, secteur privé, création d'activités, de valeurs, programme concret orienté jeunesse. Ouah, ni priorité à nami fifi. Gamia a deux peignes à nyate géré viré. As-tu le droit 5e République? Déjà, tu sais que 5e République, c'est quelque chose qui fâche vraiment tous les Togolais. Parce que... Pas tous les Togolais. Ok. La majorité des Togolais. Non. Tu as fait quelle statistique pour nous dire ça? Attends, Michael Blanc, tu sais? Les statistiques disent les réseaux sociaux. 10 000 personnes qui regardent un post ou bien, je sais pas comment ils appellent ça même, les lives. 10 000 personnes sont représentatives de quoi sur 9,5 millions d'habitants? C'est pas parce qu'un petit groupe fait du bruit parce que les autres se sont tus qu'il y a la majorité. C'est ça aussi l'impression, hein. C'est parce qu'un petit groupuscule, excuse-moi le terme. Alors, non, ce que tu veux dire, c'est que... Je ne suis pas en train de contester les Togolais qui contestent le fait qu'on soit dans la 5e République. Pour contester au Togo, il fallait aller voter. Non, c'est la 5e République fait partie aujourd'hui de l'identité républicaine du Togo. Et l'identité républicaine du Togo s'exprime notamment via le suffrage universel. Donc, il y a des partis politiques qui sont constitués, qui ont un programme, qui disent, écoutez, moi j'ai un programme, c'est de changer, de devenir communiste. Si moi je accède au pouvoir, je veux devenir communiste parce que mon programme, je trouve que je vais faire du social-communisme, par exemple. Et les gens vont aux élections et ceux qui ne sont pas d'accord, au lieu d'aller voter pour dire ils sont pas d'accord, pour qu'on sache que, ils sont pas d'accord, ils restent chez eux et nous qui allons voter en disant, au moins on va prendre une voie. Dans la vie, tout est risqué. Prenons notre voie, construisons notre identité. Prenons notre voie. Allons-y, on vote. Ce qui fait qu'il y a des gens, on va le dire, en 2020, il y a eu 72% qui ont voté pour le président de la République d'un temps. Aujourd'hui, il y a eu les élections législatives qui se sont passées. On n'a pas vu une certaine opposition aller voter. Il y a les élections municipales. On n'a pas vu une certaine opposition aller voter. Les élections régionales. Et puis, tout d'un coup, on veut nous imposer des gens qui disent qu'ils font partie de la majorité qu'on n'a pas vu aux élections. Non, c'est ça. Est-ce que Patapa, Miyaso, Enyalo, nos règles de l'ennemi avait voté parce que c'est un droit et même une obligation. Au Togo, on doit mettre ça. C'est une obligation d'aller voter. Et qu'on prenne en compte la voix de tout un chacun en ce moment-là. Donc, on a bien été promis Togo, pas les bidjos. Parce que la majorité des Togolais est silencieuse tout simplement parce qu'elle adhère à ce qui se fait. Tu rien. On est blanc, les fidjiens. On est blanc, c'est qui est un peu plus bénin. Et on tourne avec nous, le blanc, c'est qui est un peu plus bénin actuellement, à mon le bidji. Ok, les blancs. Ameka les bidjos, parce que. Ameka les bidjos. En juin, 26, 27, 28 juin. On l'a 6 juin. Anniversaire, il y a 6 juin. 6 juin, on dit la blague anniversaire, maintenant. Il y a anniversaire, on dit la blague, alors, Ameka, anniversaire, on dit la blague. Non, mais, au premier, ça ne va pas. À dans le ou à Messia, mais les toi, mais les choses dégradent. Et c'est pas ce qu'on souhaite pour un pays. Et beaucoup de personnes se plaignent et se mettent dans les rues pour revendiquer. Et leurs revendications ont toujours été claires. Oh, bon, peut-être à mec les couleurs droit et moi les couleurs droit euro. Bon, bien. Peut-être que nous quelqu'un que il y a changement. À mec là va tamnyawa et là wanyuri et là 5e République va prendre tout benami.
Mais, ok, une des présidents des doigts. Ok, il y a deux le président savant. Ma représentant du conseil, et il y a beaucoup de temps. Voilà, mon fils, fait blanchir. Togo, c'est un beau pays, avec de belles lois. On a une constitution qui reconnaît à chacun le droit d'exprimer son vote, son suffrage. On a la forme républicaine du Togo, on est une république. Et là, alors on était une république avec un régime présidentiel. Là, on est toujours une république avec un régime parlementaire. Donc jusque-là, on reste une république, et la république en soi, c'est la république, et dans notre ADN, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est dans notre constitution. Le peuple s'exprime comment? Via des élections. Mais combien de ces gens ont voté? Moi, je vais donner un exemple. C'est que, la jeunesse, il y a, et talent, mais si souvent voir, elle est bien, il y a structuré, il y a énergie, et les qui, il y a structuré, il y a vouloir, nous qui militons pas là, nos clairs. Je ne peux nous vérifier à combien sont allés voter pour dire au moins non. Je suis contre. Combien sont allés voter? Moi, je suis sûr même que beaucoup ne sont pas allés voter et certains n'ont pas leur carte d'électeur. On dit, les gens sont pas d'accord. Mais c'est qui les gens? C'est pas parce qu'il y a, excuse-moi le terme, 5-6 personnes avec un bandeau rouge tous les jours, bien, quand ils n'ont pas le temps, parce que c'est pas, nous on travaille, on n'a pas le temps de passer notre temps sur les réseaux sociaux, qui sont devenus les leaders d'opinion du Togo. Malheureusement, on parle de cette jeunesse-là, qui va dire non, on n'est pas d'accord. Ils n'ont qu'à voter. Pourquoi ils viennent pas au Togo voter? Pour dire, oh non, on n'est pas d'accord. Parce que, figurez-vous, même si depuis 2020, quand l'élection présidentielle à 72%, je n'ai pas le bon chiffre, 70-72%. Donc ça signifie qu'il y a 72% du suffrage exprimé des Togolais qui ont voté pour eux. Et il y a les autres qui n'ont pas voté pour, enfin, c'était l'élection présidentielle. On a des élections législatives. Parce que, en fait, comment réforme constitutionnelle, réforme constitutionnelle, mais, élection législative, on est d'accord, Kumalo? Opposition y élection. Dans l'opposition y élection, alors qu'en réforme constitutionnelle, on a 5e République, opposition togolaise reconnaît 5e République. Une élection, bon. Donc, on peut pas nous ramener ce débat-là de dire j'ai participé aux élections, je suis parlementaire, je siège à l'Assemblée, ou je ne siège pas, en tout cas, j'ai été élu, mais dans les règles de la 5e République, venir recontester ça. Il y a une forme de contradiction intellectuelle qui pose un problème par rapport à nous. Et je sais qu'il n'y a pas de numéro. Nous, ni jeunes, on est d'accord, va voter dans l'opposition, Gakmourla vota. On va voter dans peut-être dimanche, on va la file, alors que c'est le jour où tu exprimes ta voix pour qu'on comprenne que, message à qui les croix, population l'a adhéré. Et j'ai le problème, on va voter qu'on voter, parce que, en fait, mimate négligé sujet, élection, est ni la seule voie pour pouvoir aller voter, pour pouvoir, exprimer les divergences, les convergences ou pas. C'est les élections. Donc, il faut déjà avoir sa carte et aller voter. Nous, les boutins, mais de toute façon, voter, on m'avait voté, donc, mais qu'on les vote, là, nous dit après, ou bien. Donc, il y a l'action, la seule action légitime qui peut marcher, c'est que lors des élections, aller voter contre. On vous le reconnaîtra. C'est ça, c'est aussi une forme de dictature que de vouloir, une fois que les citoyens ont exprimé leur vote, vouloir via les insultes, via le forcing, via le désordre, via le trouble à l'ordre public, vouloir imposer notre manière de faire. Nous, on ne peut pas être d'accord parce que il y avait Douami les bancs. Et mettez-nous d'accord. Pourquoi je le dis? Parce que, on confond tout au Togo. La question politique, vous avez des partis politiques qui sont formés. Leur objectif, c'est de pouvoir conquérir et exercer le pouvoir. Ça se passe au travers des partis politiques. C'est ce que la Constitution a consacré. Donc, après, prenez un parti politique, prenez un jeune qui a des idées et suivez-le. Et votez pour lui. Ouais, donc ça, c'est un problème. Si le parti politique qui est gagnant a à sa tête un certain, je sais pas, fort et que c'est lui
qui est à sa tête et que c'est lui qui devient président du conseil, on ne peut pas venir nous dire que non, parce que entre-temps, on a fait le jeu, les autres sont allés voter, donc on n'est pas d'accord. Mais c'est ce sujet politique, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de crise politique au Togo, il y a une crise d'incompréhension et de mélange et de confusion. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on se met ensemble pour que l'économie de ce pays puisse atteindre les bons chiffres pour que chaque citoyen, et ça c'est l'enjeu, hein, chaque citoyen puisse se dire, ah, ni tombe avec beden be do viro ma ko 10,000 so baba home ma lebe na femme ma lebe na vigne ma tout loyer yin chama no pour avenir abe ma inko et nyawa eto vona politique benya parce que paradoxe kenja gwa enja nya dia diviro les deux frustrations virées les deux frustrations parce que jeunesse togolaise a 80% de la population togolaise a moins de 35 ans. 80% de la population togolaise a moins de 35 ans. Si vous enlevez ceux qui n'ont pas l'âge, la majorité pour aller voter, ça je ne sais pas, entre 18 et 35 ans, vous allez avoir une quotité quand même non négligeable. Ne serait-ce que cette quotité-là, si elle va voter, est-ce que vous savez que ça va changer les choses? Même si elle va voter en disant non, ça va changer les choses. Donc le vote, il est incontournable. Paradoxe qu'il est douanier. Population 80% de la jeunesse togolaise qui a moins de 35 ans. Lorsqu'on voit ceux qui nous représentent aujourd'hui, entre guillemets, hein, mais les guillemets, entre guillemets, ceux qui nous représentent, les leaders politiques du moment, qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ça, qui a déjà fait une proposition de valeur liée à l'économie, au dynamisme économique de ce pays pour les prochaines années, à part Fort Dégage. Et Fort Dégage, ils sont pas allés aux élections. Ceux qui sont allés aux élections ne vont pas accepter quand même que leur voix soit en perte et profit. Ça n'a pas de sens. Aucune proposition de cette jeunesse en disant, en fait, Adolé Oumi, faire le constat d'Adolé Oumi, il n'y a pas terminé. Maintenant, être force de proposition pour que le gouvernement dise, bon, Adolé Oumi gouvernement, 80% de la population est jeune. Est-ce que ça se transmet est-ce qu'on a une représentativité dans le gouvernement ou pas? Parce que déjà, ne serait-ce que ce sujet-là, on a une force politique qui s'ignore, on a une force économique qui balbutie, et ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a une intelligence collective qui a décidé d'être paresseuse. On ne fait aucune proposition de valeur. Fort Dégage, est-ce que c'est un programme d'économie, de développement? Et ceux qui ont voté pour Fort, est-ce que ce n'est pas une forme de violation de leur voix, de leur suffrage qui est sacré? Surtout qu'on ne va pas aux élections, on veut jouer à ça, ce n'est pas possible. La question, c'est combien de jeunes font des débats aujourd'hui sur dire, écoutez, l'économie du Togo, peut-être on ne produit pas suffisamment pour pouvoir résorber le taux de pauvreté, mais dans la politique qu'on va avoir sur les prochaines années, on aimerait avoir des politiques beaucoup plus orientées vers les jeunes, vers la création des opportunités de travail, et tout ça. Et sur ce point, on challenge un gouvernement. Si le gouvernement ne réagit pas, on se dira, ah oui, mais finalement, c'est vrai que le gouvernement n'est pas dans notre intérêt. Même le gouvernement réagira toujours quand on fait des propositions sensées. Parce que son rôle, c'est de pouvoir justement arriver à résorber les problèmes pour les populations. Voilà. Donc, ces derniers temps, à part le lubrifiant de Ashigangoro, qui a intéressé toute la toile et une grande partie de cette jeunesse-là, comment est-ce qu'on peut avoir des propositions de valeur si on en est à ce niveau-là? Voilà. Togotoa, on le distrait par et des conneries au lieu de se concentrer sur ce qui est réel. En tout cas, on ne gère pas le problème de la faim en passant une semaine à parler de lubrifiant d'Ashigangoro, en voyant nos petites sœurs qui ont des nudes sur le réseau. On ne gère pas le problème de la faim comme ça. Donc, il y a une forme d'irresponsabilité également. Si on a vraiment faim, on se met ensemble. Comme je l'ai dit, on a une intelligence collective. On fait des propositions concrètes. Une partie du budget doit beaucoup plus être orientée. Je donne un exemple. Orientons une partie du budget sur tout ce qui est investissement et développement des opportunités économiques. OTR aussi va jouer le jeu. On n'a pas besoin, parce que nous, on commence toujours petitement les entreprises, mais on peut pas avoir la même fiscalité, la même pression fiscale que les PME qui sont formées déjà, qui ont une certaine assise. Donc, il faut que toutes les institutions de la République, toutes les entités qui composent qui sont dans le secteur de la libéralisation économique, du dynamisme économique, puissent s'orienter et s'y faire un tir groupé vers cette jeunesse-là pour qu'on puisse quand même avancer, qu'on ait des champions locaux, qu'on ait des entreprises qui fonctionnent,
qu'on ait eu un dynamisme économique qui permet à chaque Togolais d'avoir... C'est ça le vrai sujet. Parce que même parler de la politique en ayant le ventre creux est un problème. On ne parle pas vraiment de la politique. On parle, tu sais, on va nous crever. Hein? Et bien, bon, j'ai bien donné Ouame, le Togo. Mieux au constat, hein. Et mieux au constat, c'est une donne dans l'Ouya. Alors, on y est toi dans le Oumé. Ok. Et bien, et on le il faut qu'on en parle. Il faut qu'on dise les choses. Le rapport Amoron en a parlé. Olé. Oui, c'est ça aussi le sujet qu'on a. C'est-à-dire 80% à moins de 35 ans. Mais des fois, lorsqu'on présente les problèmes, on les présente comme si on avait 5-6 ans. Excusez-moi, c'est pas une insulte, hein. C'est qu'on peut pas dire que Amoron n'est pas un Léo. Il y a eu 2 temps. Il y a un premier temps, Amoron a été arrêté, je ne sais pas quel terme utiliser. Mais en tout cas, ce qui s'est fait, de ce que je sais, de ce que nous tous nous savons, il s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Alors, moi, je regarde et je dis, mais écoutez, comment est-ce que quelqu'un peut se retrouver dans un hôpital psychiatrique comme ça? On a au Togo une loi qui est très claire qui balise. Hein. On a le code de la santé publique qui balise. L'hospitalisation peut être libre ou l'hospitalisation peut être forcée. L'hospitalisation peut être forcée peut être demandée par toi-même, par ta famille ou par un tiers. Le maire, le préfet peuvent demander, ton voisin peut demander en fonction, et il y a une procédure où on fait un avertissement au procureur, etc. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est venu vraiment nous expliquer quelle est la procédure. La seule chose qu'on a entendue, c'est que Amoron dit qu'il n'a jamais donné son accord pour se retrouver dans un hôpital. Tu vois. Alors, c'est aussi puni par la loi si on l'a fait de façon forcée sans avoir les raisons prévues par la loi pour le faire. Donc, Amoron n'a qu'à porter plainte parce que la Constitution doit le protéger. La Constitution le protège. Les textes de loi le protègent. Si, au lieu de venir sur les réseaux sociaux citer des noms de militaires, la présomption d'innocence existe et on peut porter plainte contre Amoron aussi sur ce point. Pourquoi il ne saisit pas les journaux, les juridictions, excusez-moi, les juridictions. Donc, depuis quand les réseaux sociaux sont devenus en fait les juridictions? Il y a des juridictions militaires au Togo. S'il y a des militaires, dont la gendarmerie étant une des composantes de l'armée, on a des juridictions militaires. Il y a un procureur militaire qui existe. Il y a une procédure pour porter plainte. Pour que, au moins, même si ces gens qu'on dit qu'il a fait l'objet de sévices. Attention, je ne suis pas en train de négliger cela parce que c'est un point grave qui peut être assimilé à de la torture et le Togo a signé des conventions contre la torture et un État ne torture pas ses concitoyens. Ça en est clair. Et je n'ai pas entendu l'État togolais sortir pour dire oui, on a torturé Amoron parce que ça ne se fait pas. Donc, si ça s'est fait vraiment et qu'Amoron a fait l'objet de sévices corporels qui sont assimilables à la torture, Amoron n'a qu'à saisir les juridictions compétentes, soit juridictions civiles, soit juridictions militaires, pour que ses droits soient respectés parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un État de droit, on en soit encore à dire qu'il y a des jeunes ou des personnes qui juste s'expriment, même s'ils sont au-delà de ce que la liberté d'expression permet, se dire que la réponse, c'est la torture. Ce n'est pas possible. Et l'État togolais, à aucun moment l'État togolais ne promeut cela. Et en tant que citoyen, un homme doit pouvoir porter plainte. Il doit pouvoir être assisté par l'État pour que s'il y a des gens qui l'ont fait délibérément, que ces personnes puissent répondre de la justice. Si ces personnes, finalement, se rendent compte que ce sont des mensonges, que ces personnes aussi soient rétablies dans leurs droits parce qu'il y a des accusations sur les réseaux sociaux pour des personnes dont la présomption d'innocence prévaut. Il y a un second temps pour Amoron. Ce second temps, c'est le procureur lui-même qui est sorti dire Amoron a été arrêté pour tel chef d'accusation. Et au vu une fois l'avoir entendu, on l'a inculpé. Donc, il y a une information judiciaire qui a été ouverte et dans la position, on l'a mis, il est en liberté provisoire, enfin en liberté subsidiaire. Il a la procédure qui continue jusqu'à ce qu'il y ait un jugement qui se fasse. Donc, ça, sur cette seconde partie, vous avez vu que le procureur est sorti et il a parlé et depuis, personne ne parle parce qu'il y a une procédure vraiment qui est ouverte. Donc, il y a ces 2 temps. Mais, Amoron, il a dit beaucoup de choses. Là, je laisse le côté, là, c'est le citoyen togolais qui parle. Et puis, je veux dire quelque chose. Amoron, je l'aime beaucoup. Hein. Artiste banque à l'intérieur. Nyano li dunku, tu génération yo alo. Hein? Odu elebe haoji, bûcher bien sûr. C'est un talent fou. Et les sorties d'Amoron, moi, m'évoquent un sujet. C'est peut-être aussi parce que, et nous devons ensemble, c'est là que j'appelle la responsabilité, je pense, l'intelligence collective. Nous devons nous poser la question,
est-ce que au Togo, certains métiers ne sont pas, comment dire, plus risqués économiquement que d'autres? Est-ce que le métier d'artiste est aujourd'hui suffisamment balisé pour qu'un jeune extrêmement talentueux comme Amron puisse en vivre, élever ses enfants, vivre chez lui et aspirer à une retraite? Parce que quand je fais des statistiques et je regarde ceux-là qui sont entre guillemets devenus les leaders d'opinion, qui connaissent mieux la politique que ceux qui ont appris la politique, qui connaissent l'économie, même plus ceux qui le pratiquent tous les jours, si je vois, c'est que certains ont choisi des métiers artistiques et certains ont déjà à moins de 40 ans pris leur retraite. Si l'espérance de vie au Togo est de 65 ans ou 70 ans, on ne peut pas concevoir que ces personnes à moins de 40 ans puissent vivre 30 ans en ayant pris leur retraite à 40 ans. Ce qui veut dire que l'industrie du showbiz ne nourrit pas son homme. Et que ça peut susciter des frustrations de se dire, il y a de cela quelques années, quand je sortais dans la rue, tout le monde me regardait, j'avais un peu les sous, je faisais, mais d'un coup, du jour au lendemain, comment dire, tout est fini et je me retrouve avec des charges et tout ça, et on peut être frustré. Ça signifie que nous, Togolais, nous devrons nous-mêmes, nous commençons et l'État va suivre. Parce que à la fin, nous oublions une chose. Nous attendons tout de l'État. Et l'État est au service des citoyens. L'État est au service des citoyens. L'État ne fait pas de cadeau, on dit merci. L'État on est au service des citoyens. Et l'État est là pour régler des problèmes de ce type. Mais c'est à nous de dire, voilà nos problèmes, nous voulons que vous les réglez. Donc, on a le gouvernement qu'on mérite des fois. Si vous ne faites pas de propositions, n'attendez pas que les gens sortent de leur chapeau des choses qui vont vous convenir. Donc, moi, je pense qu'il doit y avoir sur la table une proposition pour voir comment est-ce que des métiers comme ça, où on peut avoir d'extrêmes grands talents, comment est-ce qu'on peut permettre une continuité, c'est-à-dire soit pendant le moment où les personnes sont en carrière, on crée un fonds spécial, une caisse spéciale qui permet d'abonder. Et une fois que tu finis, tu as peut-être une certaine somme qui permet peut-être de rentrer dans du business. On peut faire aussi de l'accompagnement. Une fois que tu es en carrière, t'accompagner à diversifier un peu tes rentrées d'argent. Parce que c'est des métiers dont la carrière est courte. On a vu ça avec les footballeurs qui ont gagné des centaines de millions et du jour au lendemain, deviennent commandeurs. Ça n'a pas de sens. Donc, nous avons une obligation de le faire. Sinon, c'est ces 0,005% qui vont devenir un problème pour nous tous. Donc, j'en appelle aussi à la responsabilité de trouver des solutions. Tous ces jeunes artistes qu'on voit, qu'on aime bien, dans 5 ans, est-ce qu'ils seront encore là? Il y en a très peu. Et les autres, ils vont tous partir aux États-Unis, devenir militaires, ouais, ça n'a pas de sens. Merci. Tu as abordé un truc que je voulais toucher. Au Togo, pour réussir, il faut quitter le Togo. Bon, je ne me considère pas comme une réussite, mais bon. Parce que, je comprends. Quand tu dis pour réussir au Togo, il faut quitter le Togo. Qu'est-ce que tu entends par réussir? En fait, pour avoir les conditions requises pour pouvoir vivre dignement, pour que tu vois l'ampleur de la chose. Et à une certaine époque, dans la musique togolaise, puisqu'on en parle, il y avait des voix qui s'élevaient contre, pour dénoncer ce qui ne va pas. Et ce sont des voix qui sont pas des voix qui sont, qu'on écoutait vraiment, et ce sont des gens qui disaient, chef de l'État, il y avait Yaovi Keteti qui le faisait, il y avait Mantal Keteti qui le faisait, il y avait Diaz qui le faisait. Diaz, il est mort. Mantal, il est parti. Alain Vierge, qu'on connaît, qui nous fait danser, qui nous fait danser, il est parti. Les Certi, ils sont partis. Olympique, il est parti. Sek, il est parti. Kings, il est parti. Beaucoup d'artistes sont partis. Tu considères qu'une fois qu'ils sont partis, ils ont réussi? Écoute, mais ils vivent mieux. Mais ça, je n'en sais pas. Je connais pas leur vie. Non, mais tu touches un point que j'ai touché tout à l'heure. C'est que, revenons quelques années en arrière. Une dizaine, on va prendre une tripotée de 2 décennies. On a eu les Fifi Rafiatou, on a eu les Afia Mala, on a eu les King Vincent, on a eu... Alors, pourquoi toute une génération a pu vivre de sa musique et on a eu une génération qui est arrivée qui n'arrive pas à vivre de sa musique? Pourquoi je le dis? Parce que en ce moment, le Togolais consommait local. Il consomme beaucoup local. L'industrie de la musique a évolué sur toute la terre entière. Peut-être que c'est le Togo, il s'est pas rendu compte que le streaming
les questions de avant Butodra qui pouvait collecter. Aujourd'hui, c'est difficile pour Butodra de collecter parce que l'industrie musicale a totalement évolué. Et nous avons des jeunes qui font des musiques urbaines qui sont très talentueux. Mais du coup, la carrière musicale s'est également écourtée. Vous voyez? Prenons l'exemple des pays qui fonctionnent. C'est que je suis pas en train de dire que tu as tort. Je dis que tu as pleinement raison. Mais je ne considère pas que partir du Togo, aller trouver un job, je sais pas quel type de job, constitue une réussite. C'est-à-dire, ça signifie que nous devrions davantage travailler au Togo pour créer une industrie de showbiz qui permet à nos artistes de pouvoir s'épanouir, de vivre longtemps de cette musique. On y a ministère de la culture baléo. Non, et voilà, on est d'accord, il y a qu'un dire, FIA et Gamenbe, parce que c'est un constat, je dis que c'est négatif, hein, qu'on doit absolument travailler ça. Oui, écoute, le gouvernement doit travailler ça, normalement. Il y a plus de ministère de la culture. Bon, le ministère de la culture qui était là faisait quoi exactement? Je crois qu'il faut poser la question aux artistes. Je crois que je risque de me faire, je fais pas les mots du gouvernement. L'existence du ministère de la culture et l'absence du ministère de la culture a changé quoi dans la vie de nos artistes? Alors, peut-être que c'est l'occasion de revoir ce que nous entendons par ministère de la culture et les fonctions et les attributions et que le ministère de la culture fait. Parce que il y a un problème qui existe, dont il faut qu'on se rende compte. Il y a souvent un petit déphasage entre les actions gouvernementales et le vrai désir de certains types de populations. Tout simplement parce que à ces niveaux-là, on n'a pas suffisamment impliqué ou fait rentrer dans les processus décisionnels les jeunes qui sont les acteurs même de la chose, pour qu'ils vous expliquent que, en réalité, c'est comme ça, que ça se passe, pour que vous compreniez, pour que vous redirigez votre politique publique. Moi, je suis je suis très concerné par le fait que tant que vous ne mettez pas les vrais acteurs que vous voulez aider, vous trouverez toujours des solutions qui sont souvent à la marge et qui sont pas complètement adéquates. Et donc, je dis, le ministère de la Culture, je ne dis pas qu'il faut mettre un ministre qui soit un ancien rappeur forcément, mais si on a un rappeur qui a le talent, on a un théâtre, un gars qui a fait les théâtres et tout ça, mais je pense que les acteurs aujourd'hui qui sont bons, j'oublie des noms, mais vous avez tellement de talents togolais qui s'exploitent, qui s'exportent bien et qui voient beaucoup de choses, il faut les prendre et les mettre dans une forme de think-tank à côté du ministre pour que ils disent au ministre, il y a des domaines spécifiques, et le ministre dans les politiques publiques va avoir plus d'efficacité. Je reviens encore à une chose dont je pense et qui est importante. Il faut qu'on trouve un mécanisme pour pouvoir, je ne sais pas, mécanisme, fonds d'investissement, fonds spécial en showbiz, pour pouvoir en fait accompagner ces gens-là, parce que en fait, si on arrive, il faut convaincre le gouvernement que le showbiz est important pour l'économie du Togo. Il y a des études. Les études ne sont pas tous officielles. En Côte d'Ivoire, tu connais la contribution du showbiz dans le PIB de l'État ivoirien, c'est entre 6 et 8%. Si on prend un PIB, on admettons que c'est 50 000 milliards qui est le PIB de l'État ivoirien. Donc, on va dire potentiellement quand même qu'il y a 3 000 milliards, hein, minimum, hein, c'est-à-dire 3 000 milliards à peu près qui sont apportés par le showbiz. Donc, c'est en réalité un apport productif. Ce n'est pas un niveau qu'il faut subventionner. C'est parce qu'on le prend comme si au miakpere genonti. Jeune est dollar. Donc, il faut transformer ça en une valeur économique. Il faut voir ça comme un business. Il faut mettre toute la chaîne de valeur des studios. Je sais pas, est-ce qu'il y a des studios publics financés par le gouvernement Togo qui existent, qui sont de qualité, studios, audiovisuels, tout ça? Ne serait-ce qu'accompagner ça, accompagner toute la chaîne de valeur, former les gens. Et une fois qu'on a fait, on peut dire qu'on a cotisé, on a un business qui marche pour que une fois que tu finis de devenir artiste, tu peux devenir, je ne sais pas, agent, tu peux devenir producteur parce que tu as toute une chaîne de valeur qui est créée, qui existe. C'est aussi à ce niveau-là aussi. J'ai eu l'honneur d'avoir King Mason 2 fois déjà. Et bien allez, il me regrette gantoa, hein, qui au concert va y aller, au concert il va y aller, hein, parler des congrès au concert aller. Vous savez combien? Né, il 30 ans de carrière ou 50 ans de carrière, je n'importe quoi. Il t'a au concert, il dit,
il est obligé de retourner encore dans ce palais-là. Nébé a tourné le Togo Fifidia. Il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour que un artiste qui va aller faire peut-être un concert à Théviers, un concert à Dapao, il n'y a pas des salles de concert qui ont été construites. Tu vois, qui ont été construites. Ça, c'est dans un premier temps. Et là, ça ne permet même pas le développement de toutes ces cultures-là. Parler de congrès, ce n'est pas une salle de concert. Tu es d'accord? Pour un concert, Léon. Et que tu parles de congrès d'histoire, on va l'obliger vers le concert des stades Omnisport de Lomé, qui n'est pas censé être un lieu où on doit faire des concerts. C'est chaud, dans un premier temps. Et ça, là, c'est quelque chose qui n'est qu'une maison de midi-nénéa. Nous sommes d'accord avec un frère et toi, qui me sent. Il y a médias qui est là pour le gouvernement fait. Le gouvernement pour nous voir depuis longtemps. On va aller sur l'infrastructure de Togo Fio. Hôtel 2 février, et pour mes amis ici, Kudo Sarakawa. On va sur hôtel Gon. Et si infrastructure garée pour aller, on quel est Un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet. Ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que les métiers artistes vivent de leur métier, de leur don. Il faut créer une chaîne. La chaîne de valeur doit être complète. Ça signifie déjà avoir les infrastructures qui permettent à ces artistes de s'exprimer. King Messan, artiste grand les Beninato, arrêtez à parler à Antocha ou du Kuina King Messan. Parce que moi, nous qui va, moi. Et donc, il faut des infrastructures au Togo. Il faut financer les infrastructures. Vandi Master, parce que qui les frustrés par rapport à la jeunesse, niveau de proposition qui est c'est lié à ça. Pourquoi il y a que 2 février? Pourquoi Sarakawa, tout ça, 2 février ont été construites? Toutes ces infrastructures ont été construites avant les années 90. Tu te poses pas la question? Pourquoi les Togolais ne se posent pas la question? Pourquoi toutes les grandes infrastructures que nous montrons, on montre ça avec beaucoup de fierté, ont été construites avant les années 90 et que depuis, il n'y a pas eu de vraies grandes infrastructures. Les seules qui ont été construites comme ça, c'est les sièges de banque et peut-être la PIA, mais tous sont des infrastructures privées. C'est ça. Pourquoi? Moi, je pose la question à la jeunesse togolaise d'abord. Avant d'attaquer le gouvernement, je pense qu'il faut qu'on se pose la question pour savoir qu'est-ce qui se passe et que si on a des reproches à faire, on les fasse avec la justesse de l'argumentaire qu'il faut. Sinon, on ne va pas nous prendre au sérieux. Je pose la question. Tu as la réponse ou pas? Non, je sais pas. Moi, j'ai la réponse. Je vais te la donner. Avant les années 90, la plupart des États, tu sais, on a quitté les années 90, ça fait à peu près 30 ans qu'on venait d'avoir l'indépendance, 30 ans pour certains. Si le calcul est bon, 570, 80, voilà, à peu près. La structure de nos budgets sont encore, puisque nos économies sont essentiellement agricoles, on n'avait pas de grosses industries et tout ça. C'est essentiellement de l'agriculture non transformée qu'on exportait. Et vous avez à côté, dans la structure du budget, vous avez les impôts, mais bon, c'était pas forcément, vous n'avez pas forcément une force productive qui fait que vous allez vivre forcément des impôts. Vous avez les exportations, et bon, c'est un peu ce qu'on a fait beaucoup sur les matières premières et l'agriculture. Et vous avez une partie qui sont les dons. Et vous avez les dettes bilatéraux et les dettes multilatérales. Pardon, les dettes bilatérales et les dettes multilatérales qui viennent combler le budget, permettre au budget d'être équilibré. Dans ces pays, très souvent, les dettes multilatérales ou bilatérales pouvaient aller jusqu'à 50%, 40% du budget total. Années 80, donc, Togo, on avait une économie qui avançait, on avait la confiance des bailleurs multilatéraux qui nous prêtaient de l'argent à un coût intéressant et ça nous permettait d'investir dans les infrastructures du pays. En 90, lorsque la crise socio-économique ou politico-économique a commencé, vous avez un certain nombre de Togolais, de concitoyens togolais, qui ont payé un billet d'avion, qui sont allés voir les institutions du Bretton Woods, aller voir la Commission européenne pour dire que le Togo, il ne faut pas financer le Togo, pas de dette multilatérale, etc. Le Togo a commencé à avoir des embargos. Et le Togo n'avait plus accès justement à cette manne financière-là.
Donc, au même moment où le Togo, du coup, se voyait amputer presque 40% de son PIB, une partie de ses exportations était sous embargo, donc en réalité, on n'avait plus d'argent. Les autres pays, tranquillement, avançaient. Le Bénin avançait, le Ghana avançait et la Côte d'Ivoire avançait. Ils avaient cette possibilité-là. Et c'est resté comme ça jusqu'en 2023. Pardon, 2003. Jusqu'en 2003, qu'on ait un accord politique global qui a fait que les institutions ont commencé à ouvrir la coopération encore. Pendant presque 13 ans, nous pour payer les salaires, c'était difficile. Il faut qu'on se rende compte que c'est les Togolais qui sont eux-mêmes allés, payer les salaires, investir dans les écoles. Tout ce que vous nous montrez aujourd'hui, là, en disant, il y a des écoles qui sont dans cet état. Mais c'est nous. C'est nous qui sommes allés dire, n'investissez pas au Togo, ne nous aidez pas à mettre de l'embargo. Et on a un pays qui a connu une vraie crise. Et on était l'un des pays les plus pauvres quand même du monde. Juste parce que certains Togolais ont décidé de le faire. Donc, l'investissement qui permettait, est-ce que tant, mais, on avait notre boulot tout 2 février, qui a 2090, 2003, le Gavin la Sony, on l'a tout salaire, et fonctionnaire, a tout a construit sous santé, mais côté pour investissement, collatéral, pour essayer quand même, parce que le navire, on était structurellement déficitaire. Donc, il y a eu un autre cas qui a été compliqué, c'est que, comme on n'avait pas le guichet de la coopération, on allait prendre les dettes privées. Quand je parle de dettes privées, c'est les dettes auprès des banques, des grosses banques, auprès des structures qui sont habilitées à le faire. Mais c'est une dette plus chère. Donc, mais je veux en venir aussi à la question de la dette liée à ça. Donc, à partir des années 90, le gouvernement n'était plus en mesure de pouvoir financer le tourisme. Les gens ne venaient plus. On n'avait pas de ressources pour financer les grandes infrastructures. Et une fois en 2003, Kémy va tant coopération reprendre, notre niveau d'endettement était tellement élevé. On était monté à 81% du PIB en termes d'endettement en 2008, lorsqu'on est arrivé au point d'achèvement. Le point d'achèvement est une initiative PPTE. Il y a aussi une initiative PPTE en Benoît Gomo. Il y en a, ça te dit quelque chose. Initiative PPTEA, c'est un programme qui a été mis en place, on va dire, avec les institutions. Initiative PPTE, c'est pays pauvres très endettés. Okay. Donc, le Togo est rentré dans l'initiative PPTE parce que, on n'avait pas, comme je le dis, de la ressource, le guichet de la coopération a été coupé. Nous avons plus de la dette auprès des banques privées, auprès d'institutions privées, et nous étions à un niveau d'endettement élevé parce que de toute façon, avec ça, on ne pouvait pas combler. Donc, initiative PPTE qui va qui est mis au point d'achèvement, mis au point de décision, qu'on baisser dette en amien. En réalité, ça, c'est aussi une information que les Togolais doivent avoir. Les dettes concernées par l'initiative PPTE sont essentiellement les dettes de la coopération. C'est les dettes du Club de Paris. C'est toutes les agences, les pays bilatéraux qu'on connaît et toutes les institutions de Bretton Woods qui vont vous baisser jusqu'à 80% de la dette. Mais notre stock de dettes, il n'y en avait pas suffisamment lié à ça, à la coopération parce que les Togolais sont allés dire ne prêtez pas de l'argent. Donc, on a eu initiative PPTE. Mais pour autant, notre niveau d'endettement a baissé, mais pas autant que les autres pays. Les autres pays qui avaient eu l'occasion d'investir avec un rang depuis les années 90 se sont retrouvés avec une nouvelle capacité d'endettement pour réinvestir. Le Togo s'est retrouvé avec une capacité d'endettement amputée parce que les dettes privées n'étaient pas prises en charge. Il fallait rentrer en négociation avec ces structures. Donc, même notre capacité à lever de la ressource pour investir dans les infrastructures a toujours été amputée. 90, c'est les Togolais qui sont allés dire on n'a qu'à couper. Et c'est ça. Pourquoi j'en parle? Parce que maintenant, on a une structure de dette qui fait que on a une dette intérieure qui est plus forte que la dette extérieure. Notre dette a une maturité qui n'est pas forcément longue et donc ça nous pose ce qu'on appelle un risque de refinancement à bref échéance. Et aujourd'hui, le Togo pilote très bien sa dette parce que on va plutôt vers ce qu'on appelle les dettes concessionnelles qui sont longues et qui permettent, donc dans les dettes concessionnelles, vous avez les dettes de la coopération, Club de Paris, FMI, etc., qui permettent, elles, de pouvoir investir dans les infrastructures de longue durée parce que ces infrastructures, pour pouvoir rembourser, il faut aussi de longue durée. Donc, pour résumer, et nous qui les gens, mais pas jeunes Togolais,
au bout, Assemblée générale des Nations Unies, Peno bloqué Miabedouar. J'appelle à la conscience de tout un chacun que si le Togo est là où on en est avec un pilotage de la dette, une économie qui n'arrive pas, le gouvernement injecte beaucoup d'argent, mais on n'a pas forcément le résultat, c'est qu'il y a certains Togolais qui se pensaient plus patriotes que les autres, qui sont allés bloquer ça. Et ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est un peu pareil. Et il faut qu'on réagisse, ça n'a pas de sens de le faire. Alors, comment on construit des infrastructures quand on n'a pas la capacité de lever de la dette et entre choisir de faire la santé, d'assurer l'école publique et d'assurer la sécurité? Comment est-ce qu'on permet aux infrastructures économiques à vocation économique de s'en sortir? Si c'est pas l'impôt, si c'est pas la dette, quoi. C'est là les financements structurels, les financements innovants. Et tous les pays l'utilisent parce que les capacités d'endettement des États, les capacités à lever l'impôt sont aujourd'hui quand même à des niveaux de plafonnés. Parce qu'il y a la pression fiscale. Si vous avez trop de pression fiscale, les populations ont ce qu'on appelle des stratégies d'évitement, puisque la pression devenant forte, ils vont commencer à créer des stratégies d'évitement parce que l'économie n'étant pas forcément dynamique, bon, ils se sentent ponctionnés d'une somme. Donc, ils vont commencer à avoir des stratégies d'évitement, stratégie, évasion, optimisation et tout ça. Donc, quand c'est comme ça, il faut aller vraiment sur des financements déconsolidants du budget. Arthur, Elle est un peu complexe, là. Nyakemi Blanvoir. C'est ça l'économie d'aujourd'hui. Arthur, par rapport à tout ce qui est dette, on est d'accord qu'il faut de nouveaux investisseurs. C'est comme ça. Mais dans un pays où la liberté d'expression est si musclée, tu penses que ça va donner confiance aux gens d'investir au Togo? Est-ce que tu peux Parce que, m'expliquer ce que tu appelles liberté d'expression musclée? Koya Brona, il est passé sur les France 24. Le monde entier a vu. Oui. Il se dit, non, mais c'est ce qui se passe au Togo. Mais est-ce que nous, le Togo, magasin sont capables d'investir les joueurs américains et parce que c'est l'impression perçue ailleurs. Tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je te laisse juste finir, mais parce je suis que, pas d'accord. mais les gouvernements nombreux, mais les investisseurs le Togo, voir, par exemple, Amron, qui est les pompos, les réseaux du Liban, qui est le Nyowa, avec véhémence ou pas. D'accord? Il est allé sur un média international qui est vu par le monde entier. Les investisseurs potentiels, ok, de là qui va investir le Togo, voir, nous qui laissé y aller, le Togo, ou le tortura, beaucoup de est-ce que là, on a confiance à moi, là, quoi? Ma réponse est Nawari. Ça va être un peu brutal pour nos concitoyens. Mais la vérité, elle est brutale des fois. Un État sérieux ne laisse pas les infractions impunies. C'est-à-dire, la liberté d'expression au Togo s'exerce dans le cadre des lois qui réglementent la liberté d'expression. Insulter un chef de l'État, insulter un président du Conseil, manquer de respect à un président de Conseil, salir l'image du pays, c'est au-delà de la liberté d'expression. Ce sont des délits au Togo. Donc, un État sérieux prend ses responsabilités. Je vais te donner juste un exemple, un contre-exemple. Je vais te donner juste un contre-exemple. Le Bénin. On était dans ce pays-là quand on a eu quand même des agents infiltrés qui sont venus enlever, séquestrer un homme qui vivait sur le territoire togolais juste parce que la personne parlait de façon véhémente contre le président de la République du Bénin. On a eu le même cas en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour autant vous pensez que ça empêche les investisseurs d'aller au Bénin? Non, je vous pose la question. Parce que le Togo, on parle d'Amron comme si... tous les États prennent leurs responsabilités. Je veux dire quelque chose qui est important sur ce point. Vous savez, un État n'oublie pas. C'est-à-dire, j'en appelle à cette jeunesse pour qu'on s'assoie et que on challenge notre État, notre gouvernement en disant, écoutez, 5e République, nous avons pour le moment une chance, il n'y a pas de gouvernement, nous considérons que c'est une feuille blanche. Voilà les 2-3 points sur lesquels nous voudrions que vous mettiez l'accent. Le développement économique, l'emploi pour les jeunes et toutes les politiques publiques n'ont qu'à être orientées là-dessus pendant les 2-3 prochaines années. Au lieu de ça, on est là à attiser Amron.
à l'utiliser comme bouc émissaire. En oubliant qu'un État n'oublie pas. Un État, il est lent à la détente, mais un État n'oublie pas. Les réseaux sociaux donnent l'impression ou un sentiment d'impunité. Des choses qu'on ne peut pas faire normalement, derrière un écran, dans notre chambre, enfermé, on pense qu'on peut aller au-delà et ne pas respecter les principes dans lesquels la liberté d'expression s'exerce et que l'État va abandonner, l'État va oublier. L'État n'oublie pas. Donc, l'État n'est pas camarade de quelqu'un. Hein. Donc, quand on crée une infraction, faut pas oublier quand même qu'il va y avoir une réaction à un moment. Une fois qu'on a dit ça, je vais dire quelque chose qui va encore choquer. Je pense que le Togo est l'un des pays où la liberté d'expression est la plus respectée. Ah, je sais que... oui, je sais que je vous choque. Parlons-en. Tu penses que le débat qu'on vient d'avoir là, tu vas rentrer chez toi, je vais rentrer chez moi, et puis la police va débarquer chez toi, tout ça? Non. Ah bah, pourquoi tu as le sentiment que non, tu te dis non? Je n'ai offensé personne, je pense. Et donc, tu as exercé ta liberté d'expression. Même si on critiquant un peu nos amis du gouvernement, enfin, nos grands frères, hein? Ou bien? Oui. Donc, l'État est d'abord celui qui doit pouvoir te protéger dans ta liberté d'expression si tu l'exprimes de façon légale. Je vais encore donner un contre-exemple. L'État togolais est très gentil, trop gentil. Je n'arrive pas à comprendre, et moi je crois que c'est peut-être ça aussi, c'est l'excès. La liberté d'expression, ils l'ont tellement compris à l'excès. On a des gens, des activistes qui les dimanches sont sur les réseaux sociaux, certains, qui vilipendent les noms, donnent des noms de famille des gens. Il y a dans ce pays des autorités, certains généraux, des gens qui ont marqué l'histoire de notre pays, qui ont marqué l'histoire militaire du continent en intervenant. Et on a des gens d'intègre qui ont perdu leurs enfants. On a eu des gens qui ont fêté ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi les valeurs qu'on prône ces derniers temps? L'État togolais n'a pas réagi. C'est aussi peut-être aussi que je pense qu'il est temps quand même qu'on respecte la liberté d'expression dans son sens strict. Parce qu'on ne peut pas aussi avoir des gens qui vilipendent le Togo. Nous payons nos impôts, nous aimons le pays. La mère patrie, c'est le Togo. Même si ça ne va pas, on est là pour améliorer les choses. Mais sur cette base, on ne peut pas laisser n'importe qui aller insulter n'importe qui et se taire. Donc, je pense que c'est ça. C'est pour ça que je dis l'État togolais aujourd'hui laisse la liberté d'expression. L'État togolais va mollo. Sinon, en temps normal, sous d'autres choses, on n'aurait pas eu tout ça. Donc, j'en appelle aux uns aux autres à dire que ce n'est pas en insultant les uns les autres qu'on obtient un résultat, c'est en faisant des propositions constructives. Et aucun État ne vous en voudra de faire des propositions constructives pour améliorer le quotidien de sa population. Donc, cette jeunesse devrait se concentrer là-dessus et challenger l'État en disant, nous voulons que vous fassiez 2-3 choses pour nous pendant les 3 prochaines années. Et si l'État ne fait pas, oui, on a le droit de dire que vous n'êtes pas pour nous, donc on ne va pas voter pour vous. Là, on a une question, on a un droit légitime, une raison de le faire. Mais encore faut-il être en capacité de faire des propositions. Ce n'est pas le lubrifiant d'Achigangoro. Comment il s'appelle? Achikangoro. Excusez-moi. Ce n'est pas le lubrifiant de Achigangoro qui est une proposition. Ça montre seulement que le nivellement est vers le bas. Et si vous avez en face ça, si vous êtes un gouvernement, vous avez en face ça comme niveau intellectuel, vous n'avez rien à craindre. Parce que votre population ne vous aide pas. Or, parmi la population togolaise, les jeunes, le nombre de talents, de ceux qui créent, ceux qui font tenir ce pays, ceux qui rendent ce pays fier, ils sont nombreux, ces jeunes qu'on ne voit pas, parce qu'ils sont en train de travailler, ils embauchent. Pourquoi on ne les met pas en avant? Pourquoi on ne les met pas en avant? On connaît tous un jeune de notre âge qui a une entreprise, qui a embauché 50, 100 personnes et qui fait la fierté de l'économie togolaise, qui fait la fierté du pays. On ne les met jamais en avant. C'est des gens qui ont un bandeau rouge, qui sont devenus les leaders d'opinion de toi et moi. Je sais pas quel niveau universitaire tu as, mais tu as un grand diplôme dans ton domaine, mais ce sont eux qui vont te faire la leçon et tu applaudis. Bon. Et après, on se dit que ça ne marche pas. Évidemment, ça peut pas marcher. Je vais revenir sur 2 points avant qu'on finisse. Oui. Le premier, je vais encore être dans le collectif, hein. Pourquoi tu m'expliques un peu? Tu as parlé du cas d'Amron en disant Koli Amrona, Québec Borsofunoa, la loi l'autorise à aller saisir les juridictions compétentes pour pouvoir porter plainte
et que les gens qui l'accusent de l'avoir torturé soient mis face à la justice. Parce Et qu'il qui a peut se et qui défendre. peut se défendre. Et pour que ça soit vrai ou faux. Exactement. Ils ont Bien sûr. une présomption d'innocence. Absolument. Absolument. Ouais. Maintenant, tu sais que nous vivons dans un pays où la plupart des personnes pensent que le gouvernement est une mafia. Qu'est-ce que tu réponds? Bon, déjà, la plupart des personnes pensent que le gouvernement est une mafia. Tu es d'accord avec moi que je ne sais pas sur quelle base statistique ou de sondage tu as fait ça, hein? Mais ça me fait rigoler. Hein. Mais avant de répondre à ça, des fois, certains dimanches, on a des gens ou un activiste. Bon, ce n'est plus un journaliste, mais il est devenu activiste. C'est aussi son droit, parce que je n'exerce pas. Qui disent on a un tel, et tout le monde applaudit. Les chiffres sont faux. Mais cette jeunesse croit, et c'est sur cette base que cette jeunesse juge. Donc, quand tu dis la plupart des gens pensent que le gouvernement est une mafia, la plupart, là, tu l'estimes à combien de pourcentage? Et tu peux me donner le sondage de ceux qui, enfin, même pas les noms, on s'en fout, c'est pas ça, mais la majorité, c'est combien? C'est sur quelle base? Parce que pour pouvoir répondre, il faut que je sache est-ce que tu es sur une supposition ou bien un fait réel? Tu vois? Parce que j'ai aussi la responsabilité de ne pas faire une réponse sur quelque chose qui en soi est plutôt de l'impression. C'est donner du grain à moudre à une impression qui est totalement fausse. Donc, si tu as une base, une donnée statistique, moi, je te ferai une réponse juste après. Avant de répondre à ta question, au Niamey, les Togo actuellement, la chose qui nourrit la conscience collective, il faut le dire, c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est Jamie, c'est Monsieur Ferdinand Ité, c'est le mouvement M106 et tout ça, tu vois. Et moi, je rapporte juste ce qui se dit, tu vois, pour avoir toi ton avis. Et généralement, nous au formatin, au TikTok dit, et c'est ce qui vient, c'est ce que je te dis, mais gouvernement ya, ma fille ameya, et tout le monde ameya qui les filles ameya be na vie ovie mais pétation ovie écoute et n'a que no be il est bloqué nous et tout guam les marchés yé ameya avec no be ni no lo anyo le togo fia gouvernement de la joie fort de la joie qui gouvernement la tu dis quoi? J'en dis que quand on n'a pas des propositions de solutions de qualité et qu'on se refuse à réfléchir, on rentre dans la vie privée des uns des autres pour trouver des arguments et se sentir un peu mieux que les autres, quoi. Au lieu de dire famille, mais on va pas trouver ceux qui parlent. Vous savez que Dieu donne la grâce à chacun d'avoir une famille équilibrée, tout ça. Moi, je le souhaite à tout le monde. Mais faire du voyeurisme chez les autres pour se sentir un peu mieux n'est pas une solution pour sortir de ce problème qu'on dit que adolé ou amer. Donc, c'est le niveau de proposition, la bassesse dans les propositions faites actuellement qui me choque parce que si on a vraiment des problèmes de faim et d'employabilité, en quoi celui-là a eu tel enfant avec celui-là nous empêche de faire des propositions concrètes à ce gouvernement pour dire appliquer ça, appliquer. Moi, je le redis encore, engageons le gouvernement sur le fait que cette jeunesse-là, au lieu d'être là à faire du voyeurisme, à parler des lubrifiants d'Achigangoro, à insulter les gens, à prendre plaisir de la mort des enfants des gens. Je ne sais pas depuis quand le Togo a perdu ces valeurs-là et qu'on en est arrivé là, mais j'aimerais que autant ils mettent de l'énergie à faire cela, qu'ils mettent aussi un peu d'énergie à faire des propositions pour que nous puissions créer plus d'emplois, redynamiser l'économie. Je ne peux pas rentrer dans ce débat parce que le débat est trop bas. Et pour les 80% de cette population qui a moins de 35 ans, ce qui est très intéressant, je suis très fier, c'est que il n'y a même pas 0,0001% qui passe son temps là-dessus parce que ce ne sont pas des solutions à nos problèmes. Nos problèmes sont réels. Et donc, la réponse que je vais te faire, c'est que le jour où ils parleront d'économie, de véritables problématiques économiques, de véritables problématiques financières, de véritables problématiques sociales, avec un début d'approche de solution, ils auront, nous, concitoyens togolais,
il y en a beaucoup comme ça autour d'eux pour qu'on puisse réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons encore être davantage plus fiers de ce pays-là. Voilà. Pour le moment, on va laisser les gars qui sont dans la boue continuer pas être dans la boue parce que c'est pas ce qui intéresse les Togolais. Parce que, excuse-moi, depuis 4 mois, il y a ces gars qui, je sais pas, une portion incongrue parce que elle est, voilà, ça bouge, ça excite, ça ne sait pas canaliser son énergie, qui a décidé qu'en fait, on ne doit que parler de petits problèmes comme ça. Alors même que l'enjeu, à côté, nous disons que certains pays font des efforts, et nous, aujourd'hui, on veut que nous orientons notre intelligence, le peu d'intelligence qu'on a, vers ces histoires qui sont très, très bas. En quoi est-ce que ça permet à notre chère patrie, le Togo, de pouvoir créer plus d'emplois pour les enfants togolais, si on ne fait pas de vraies propositions concrètes? Et à ça, on ne peut pas demander à un gouvernement de réagir parce que c'est trop bas. C'est pas ce qu'on attend d'un gouvernement. Je pense que la question qui suit, elle est logique, elle va dans le sens là. Maintenant, pour toi, Arthur, c'est quoi le plus gros risque pour le Togo aujourd'hui dont on ne parle pas vraiment assez? Alors, le plus gros risque pour le Togo dont on ne parle pas assez, c'est à la fois son plus gros avantage, c'est sa jeunesse. C'est nous. Si on refuse de réfléchir aux difficultés et de monter en compétences, comme certains à côté le font, c'est nous qui créons le trou là pour les 10 prochaines années comme ça. Pour que la Côte d'Ivoire soit là où elle est, pour que le Ghana puisse sortir de sa crise, pour que le Bénin puisse être là à son niveau, ce n'est pas les sextapes de XYZ de qui a couché avec qui a utilisé tel type de lubrifiant. Tout ça. C'est le niveau est trop bas alors qu'on veut un résultat. Donc cette même jeunesse qui doit pouvoir proposer de l'intelligence collective à ce gouvernement qui est là à son service, pour le moment s'amuse. Donc, si on n'arrive pas à rattraper ça, c'est parti pour 10 ans encore de galère. On n'a encore rien vu. Donc, cette jeunesse, et le paradoxe, c'est que c'est une jeunesse qui est majoritairement bien éduquée, qui sait faire des analyses, qui sait faire des propositions, mais qui se laisse je sais pas, c'est-à-dire, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a une licence en histoire, une licence ou un master en économie, en marketing ou en droit, passe son temps à avoir comme leader politique des gens qui ont fait carrière musicale. Je ne suis pas en train de dénigrer cela. Ce sont des Togolais qui ont le droit à la parole et à faire des propositions. Mais on ne peut pas considérer que ce sont eux les leaders de cette jeunesse dont on en fait partie. Je ne me reconnais pas en tant que jeune Togolais, c'est ce qui me frustre. Et ils sont nombreux ceux-là qui veulent que le Togo change et qui font chaque jour des efforts et qui mettent le pays en avant. On ne leur donne pas la parole. Et c'est plutôt ça qui est voilà, je suis un peu choqué quand même. Je n'ai pas de mots parce que depuis 5 mois, on a perdu du temps. Je vais vous recontextualiser la situation. 5e République, qu'on le veuille ou non, on est dans la 5e République. Les élections ont été faites dans le cadre de la 5e République. On ne peut pas avoir participé aux élections dans la 5e République contestée. Je le dis ça, faut pas le faire parce que nous les jeunes, on n'est pas suffisamment intelligents, mais ça, on voit ça, c'est une forme d'incongruité qu'on ne peut pas accepter. Si on n'est pas allé voter, moi je pense que dans certains pays on le fait. C'est-à-dire si vous ne votez pas, en réalité vos droits diminuent parce que vous n'avez même pas contribué à la vie politique démocratique de votre pays, mais c'est vous qui êtes les premiers à vous plaindre. Donc c'est pour ça le vote, c'est pas qu'un droit, c'est un devoir. On peut aller voter blanc, mais c'est un devoir de le faire. Alors, on est dans la 5e République. On a une chance, et moi je le vois toujours comme une opportunité. Un gouvernement qui n'a pas encore été mis en place, ce qui veut dire que le président du Conseil, son Excellence Faïsal Gnassingbé, est dans une réflexion profonde pour pouvoir orienter le pays vers une trajectoire. Et donc, il y a cette réflexion qui se fait. En temps normal, si on était des personnes un peu plus, je sais pas, responsables, on n'allait pas nourrir le débat politique et le débat du développement du pays avec les histoires de qui couche avec qui fait. Ça n'a pas de sens. On se sent rabaissé. Nous devrions pendant ces mois profiter pour parler de nos vrais problèmes.
Togo 2030, dans 5 ans, où est-ce que nous voyons le Togo? Quelle vision, quelle trajectoire? Et nous pouvons, nous les jeunes, parce que c'est pour nous que le gouvernement est là. Mais il faut proposer au gouvernement ce qui nous convient. On aimerait avoir des champions locaux. Nous voulons sur la question de l'énergie avoir une souveraineté. Nous voulons sur la question des grosses entreprises qui font des plus gros chiffres qu'on voit. La plupart sont des entreprises dont le capital, la structure capitalistique est étrangère. On voudrait qu'il y ait une forme d'obligation d'intégrer des Togolais dedans pour apprendre et qu'une partie des capitaux reste sur place. On devrait avoir des sujets comme ça. Que dans ces entreprises qui sont dans certains secteurs, on puisse peut-être réfléchir à utiliser la fiscalité comme élément de politique publique qui fait effet de levier sur l'économie. En contrepartie, on demande à ce que la plupart des entreprises de sous-traitants soient togolaises, par exemple. C'est comme ça, on dynamise une économie. Combien de jeunes en parlent? Pourquoi on n'en parle pas? Et que c'est plutôt les sujets de vie privée et on fait un nivellement vers le bas de l'intelligence collective. Et on est fiers. On devrait avoir honte. On devrait avoir honte. On ne propose rien au gouvernement et on attend que le gouvernement nous donne des choses. Ça n'a pas de sens. J'en appelle à la conscience collective. Nous sommes en train de prendre un chemin qui fait que nous allons encore accuser 10 ans de retard. J'aimerais qu'on parle, avant de terminer, du côté santé. On en avait parlé quand on s'est rencontrés plusieurs fois, et c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, parce que pour faire développer un pays, il faut qu'on soit en bonne santé. Et au Togo, tu sais que les hôpitaux sont appelés couramment des mouroirs. Tu vois pas ce que je veux dire, non? Et on se dit même que quand même Total la fille a été construit, ils appelaient toujours ça mouroir. C'est quoi le problème? Alors, ça fait partie justement des sujets sur lesquels, quand on veut intervenir, faut pas intervenir en se basant sur les rumeurs. Vous voyez, c'est trop grave, c'est très important et on fait un très mauvais procès au gouvernement. Mais en même temps, je pense que le gouvernement peut faire certains efforts sur ce point. Quand vous prenez le budget, la loi de finances 2025, vous savez, on va dire, les ministères sectoriels qui sont les premiers à bénéficier du budget. Vous avez l'enseignement. Donc, on a un État qui investit dans l'éducation de sa population, y compris dans la construction des écoles et tout le reste, parce que c'est l'avenir de ce pays. Les générations futures, si elles sont bien éduquées, sont celles qui vont vous permettre de résoudre les problèmes aujourd'hui et de monter en compétitivité. Le deuxième poste, c'est en fait l'État togolais. Nous, en tant que pays qui se veut nation, ce sont les forces armées, les questions sécuritaires. Je le rappelle, le Togo est en guerre. Le troisième point, c'est la santé. Le Togo investit à peu près 120 milliards. Si on prend juste le ministère de la Santé, santé publique, sans parler de l'accès aux soins universels, c'est 120 milliards minimum. Si vous ajoutez l'accès aux soins universels avec les autres programmes spécifiques, vous allez monter à peu près à 150, 100, 160 milliards. Mais paradoxalement, c'est vrai que le Togolais dit qu'on a des mouroirs. Le cas de Dr Lafia est très simple. Quand vous avez dans un État, puis Dr Lafia est un hôpital privé. Donc, il faut toujours le préciser. Et c'est un très bon modèle qu'on peut copier, dupliquer, même si l'État peut effectivement enhance ce type d'infrastructure. Quand vous avez dans tout le monde entier un hôpital qui est de niveau 4 ou de niveau 5, le niveau 4, quand on dit hôpital de référence de niveau 4, ça signifie quoi? Ça signifie que, en fait, l'hôpital de référence niveau 4 est l'hôpital dans lequel, quand vous arrivez, elle a l'obligation de mettre tous les moyens à disposition pour sauver la vie. Vous avez le niveau 1, c'est-à-dire c'est essaie de garder la personne en bon état. Vous avez le niveau 2 où on essaie de contribuer à maintenir ou à lutter contre les problèmes de douleur, par exemple. Je donne un exemple. De niveau 3, ainsi de suite. Le niveau 4, c'est sauver la vie par tous les moyens. Ça signifie que quand vous avez...
Quand vous avez, par exemple, les cas qui ne peuvent pas être traités par tous les hôpitaux, en réalité, c'est le seul hôpital qui est en capacité de les accueillir. Or, le risque de survie est déjà faible. C'était le cas à Sylvanus Olympio, c'est ce qu'on voit, le risque de survie est déjà faible. Donc, par tous les moyens, souvent, c'est parce que le cas est extrêmement grave et on vient souvent au dernier moment. Donc, statistiquement, vous allez avoir des hôpitaux comme ça qui vont avoir un nombre plus élevé, effectivement, de personnes sujettes peut-être au décès. Je pense qu'il y a une deuxième partie pour la réponse que tu donnes. Oui, il y a une seconde partie, puisque là, je parlais un peu de l'aspect un peu de l'hôpital Dr Lafayette, mais revenons à la question fondamentale, pourquoi on appelle nos hôpitaux ou bien le concitoyen a l'impression que il a souvent même plus de risques. En allant à l'hôpital. Impression, ouais. Vous savez, tout est lié. Depuis 90, notre État a eu beaucoup de difficultés à trouver des fonds pour investir dans la construction des hôpitaux, la maintenance de ces hôpitaux, parce que certains Togolais, encore une fois, ont décidé, parce qu'ils se pensent plus patriotes que nous qui vivons au Togo, d'aller remettre en cause, dénigrer notre pays pour qu'on coupe les possibilités financières qu'on avait pour investir. Et donc, on se retrouve avec des hôpitaux et avec un retard en termes d'investissement qui est en train d'être comblé. Je ne sais pas si vous avez vu les programmes de la restructuration de l'hôpital de campus Cara et 7 autres sur l'étendue du territoire. Mais la question est multisectorielle, est multifacette. Vous avez les infrastructures elles-mêmes, vous avez le soin et vous avez la disponibilité des produits. Et vous avez la qualité perçue par l'usager. Il y a un vrai problème au Togo. Je vais encore me faire détester, mais vous savez, nous sommes une génération où il faut qu'on se dise les vrais sujets et pour qu'on se disperse pas. J'ai fait une comparaison. Si vous prenez le Togo, comme je viens de le dire, on va rester sur la santé publique. Le ministère de la Santé publique, c'est 120 milliards. 114 milliards pour être précis, mais c'est 120 milliards. Le Bénin. Combien le Bénin investit dans le domaine de la santé, selon vous? Le Bénin est plus grand. Oui. Le Bénin, c'est quoi? C'est 2 fois le Togo. C'est plus de 100 000 mètres carrés, 111 000 mètres carrés. La population du Bénin, c'est quoi? C'est 14 millions d'habitants. Le Togo, c'est entre 8 9 millions. Donc, il y a un écart minimum de 5 millions d'habitants entre le Togo et le Bénin. D'accord? Un territoire plus grand. Mais selon vous, le Bénin investit combien, selon vous? Plus que le Togo, en tout cas. De combien, selon vous? 50 milliards de plus. Vous pensez que ça suffira? Non. Le Bénin investit 150 milliards dans sa santé. Alors, si vous prenez le Togo, comme je l'ai dit, 120 milliards, c'est 25% de plus. Pour un territoire plus grand, une population plus grande de 5 millions, en fait, de plus, c'est 25% de plus que le Bénin investit. Donc, si vous rapportez ça à la population par habitant, le Togo investit plus que le Bénin par habitant. Le Togo investit dans le domaine de la santé plus que le Bénin par habitant. Ces informations sont importantes à donner à nos concitoyens. Alors, pourquoi on a l'impression que ça ne marche pas? Parce que le Bénin fait quelque chose. Je n'ai pas l'habitude de donner les cas des pays, mais souvent c'est un peu ça que vous nous mettez, vous nous servez, c'est peut-être vrai sur certains points. Le Bénin fait quelque chose que le Togo doit commencer à faire. C'est que même si on investit beaucoup d'argent dans le domaine de la santé, si vous ne faites pas un certain nombre de réformes, vous allez avoir juste un peu plus de résultats pour beaucoup d'investissements. Le secteur de la santé, c'est le 3e poste le plus élevé dans notre budget, mais on a l'impression tous les jours, effectivement, c'est une sensation, parce qu'il y a des réformes à faire et il y a des responsabilités à émettre. Je vais donner un exemple. Le service public de la santé est d'abord dirigé par des fonctionnaires. Le fonctionnaire, c'est un agent public qui est au service de l'intérêt général. Alors, je ne comprends pas comment on peut avoir des fonctionnaires qui ont une double fonction publique tantôt à l'hôpital, mais dès qu'on a l'opportunité, clinique privée. Donc, le temps, l'État vous paie pour votre temps complet, mais vous allez prendre une quantité de ce temps qui est important pour aller dans les cliniques privées. Au même moment, on n'a pas des médecins à l'hôpital. Vous allez avoir certaines personnes qui sont peut-être dans le détournement de produits médicaux. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis juste, faut pas me créer des problèmes. Mais faut qu'on s'assoie et qu'on parle. Parce que tout ça, c'est le budget. C'est notre argent. C'est ta sueur. C'est l'impôt.
c'est la dette qu'il faut payer. Dans un moment, on veut un peu plus d'efficacité. Vous avez, dans la chaîne, des problèmes comment dire, euh, de désengagement du service public. Donc, l'État peut investir autant d'argent qu'il veut. Si vous ne réglez pas ces problèmes, vous n'aurez que peut-être, vous allez investir plus de 50 milliards supplémentaires, vous n'aurez que 1 ou 2 points d'efficacité. Alors, des fois, il faut des solutions. Il faut peut-être à un moment que l'État togolais, je trouve qu'il est très gentil, hein, mais des fois un peu trop. Parce que c'est la responsabilité devient collective. C'est nous tous qui payons un peu les pots cassés de ceux qui ne respectent pas la loi. C'est un peu comme dans le code des incivilités. Hein. Au feu rouge, par exemple, toi, le feu est vert, tu veux passer, tu as le feu rouge qui est de l'autre côté, tu vois une moto, une voiture. Mais c'est toi qui dois faire doucement. Le feu est vert, tu as respecté la loi, tu as attendu selon le code, tu as la loi pour toi, tu dois pouvoir passer. Mais c'est toi qui dois faire attention et freiner. Est-ce que vous savez, quand vous avez des concitoyens qui réfléchissent, vous savez ce que ça fait dans la tête? Ça fait que celui qui viole la loi semble être plus protégé que celui qui veut la respecter. C'est pas bon. Donc, moi, dans le domaine de la santé, je pense qu'à un moment, il faut prendre les décisions et sanctionner. Dire aux gens qu'ils ont 2 mois pour choisir entre leur activité de service public ou leur activité privée. Ceux qui s'en sortent mieux dans le privé vont laisser le service public et aller dans le privé. Et là, on va avoir ceux qui sont en vocation pour l'intérêt général qui vont rester. Une fois que vous avez ça, je pense qu'il faut autoriser parce que on ne peut pas juste exercer dans le privé, il faut autoriser une certaine quotité pour que ceux qui sont dans le secteur public puissent aussi avoir une activité dans le privé parce que tout ça, c'est les concitoyens togolais qui vont en bénéficier. Mais il ne faut pas le faire au détriment de l'État et du service public des hôpitaux. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir des places qui vont se libérer. Il y a des infirmiers qui ont des cliniques, il y a des médecins qui ont des cliniques et tout ça. Vous allez, je sais pas si un infirmier peut avoir des cliniques parce qu'il faut avoir un médecin forcément pour avoir l'autorisation, mais ils ont des petits business comme ça. Vous sanctionnez ceux qui font des détournements de médicaments. Vous le faites savoir. Ensuite, comme ça va se libérer, vous embauchez. On forme beaucoup. Une fois que vous embauchez, vous mettez des contrats de performance pour quand même que les gens soient rémunérés à la hauteur de l'effort qu'on leur demande dans un secteur qui soit si important. Une fois que vous avez fait ça sur toute l'échelle, toute la chaîne, en réalité, ce qui va se passer, c'est que le 1 franc que vous allez mettre a plus de chances d'arriver au résultat parce qu'il y a moins de risques de déperdition. On peut démultiplier ça dans plusieurs secteurs. Juste sanctionner. Pour résumer, moi, je pense que juste en prenant des sanctions responsables dans le domaine de la santé, nous allons avoir le résultat parce que l'État togolais investit. Mais le résultat n'est pas au même niveau juste parce qu'il y a beaucoup de barrières. Et nous-mêmes, donc, notre question de la responsabilité, elle est importante par rapport à ça. La dernière question. Les gens vont se demander qui vient pour parler depuis là, mais qu'est-ce que toi tu fais pour le Togo? As-tu très mieux? Ah oui. Oh. Ah, j'ai tiré la balle réelle. Non, et d'abord, je vais dire ceci. Aucun citoyen, aussi puissant qu'il soit, à lui seul, ne peut avoir de l'impact sur ses concitoyens. Il n'y a pas un seul qui peut dire qu'il change la vie de 8 millions, 9 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Il faut simplement créer cet effet boule de neige pour que nous soyons plusieurs à davantage travailler pour le Togo. On verra le résultat. Aujourd'hui, il y a une partie qui s'assoit dans son canapé pour dire le gouvernement ne fait pas, le gouvernement ne fait pas, le gouvernement ne fait pas. C'est le même qui va sortir, va violer le feu rouge tout à l'heure. C'est le même qui va conduire sans permis. C'est le même qui, va créer tous ces problèmes d'incivilité. Mais nous ne nous posons pas la question, qu'est-ce que nous faisons quotidiennement pour améliorer la situation? Ne serait-ce que le civisme, ne serait-ce que ne pas jeter des ordures par terre, ne serait-ce que quand on finit de manger, on jette. C'est encore un réflexe, hein, on jette. Après, on dit les rues sont sales et le gouvernement, on a ça, on va balayer, on dit balayer. Non, dans nos propres maisons, on ne fait pas comme ça. Je n'ai pas fait grand-chose pour ce pays. J'aimerais en faire davantage. Je peux juste donner quelques exemples. Vous savez, on a parlé du domaine de la santé, on a parlé du domaine de la musique, le domaine du sport, on n'en a pas parlé, mais vous savez, tout est lié. Moi, je pense que on a une population jeune, 80% à moins de 35 ans. Cette population n'a pas les mêmes besoins sanitaires
qu'une une population vieillissante. Donc, est-ce que en soi, c'est la construction des hôpitaux qui est le plus important ou bien la prévention des maladies dans une population qui est jeune qui est la plus importante? Ça aussi, c'est des sujets sur lesquels la jeunesse devrait pouvoir se prononcer. Aujourd'hui, avec une population jeune, ce ne sont pas les maladies de longue durée qui posent problème. Vous avez vu? C'est plutôt comment les éviter de rentrer dans les maladies de longue durée. Donc, construire des hôpitaux, c'est bien, mais je pense qu'il faut construire les infrastructures permettant à cette population d'avoir une santé qui soit la plus longue et la plus qualitative possible. La question du sport collectif, du sport vulgarisé est un élément important. Vous voyez, quand vous allez en Chine, je ne sais pas si vous avez déjà séjourné en Chine, mais vous allez avoir l'habitude dans l'après-midi d'avoir des gens qui sortent dans les jardins, qui font des étirements. Et pourquoi? Parce que vous avez des passages piétons en marche et vous avez une population qui a gardé des habitudes alimentaires qu'ils avaient il y a des siècles passés. Donc, moins d'aliments moins transformés. Et donc, vous avez une population qui a une espérance de vie qui naturellement monte, sans qu'on ne parle encore de médicaments, même juste d'habitudes, juste les habitudes. Moi, je construis des parcs sportifs aujourd'hui. Et quand je dis je construis des parcs sportifs, c'est aussi pour répondre un peu au déficit en termes d'infrastructures qui existent et montrer que le secteur privé peut venir investir dans les infrastructures et que ça ne soit pas que le budget qui le fasse. Et qu'il faut inventer un modèle économique qui permet à toi et à moi d'être en réalité les acteurs des infrastructures. Donc nous avons commencé avec un premier parc qu'on appelle Aléa Park. Il n'y a pas d'argent public dans ce parc, simplement le domaine est un domaine de l'État qui a été mis à bail pour que nous construisions dans les quartiers des parcs où vous allez avoir, quand on parle de parc, vous allez avoir des terrains de foot, des terrains de basket, des terrains de tennis, vous allez avoir des piscines, vous allez avoir des lieux pour vous réunir en tant que jeunes. Et nos concurrents directs, en réalité, c'est les bars et les boîtes de nuit parce que si en vacances, il n'y a pas d'activité, souvent c'est ça qui fait que vous avez des risques de jeunes qui se retrouvent dans les bars juste pour discuter. Et puis bon, on rentre aussi dans autre chose. Ça commence jeune. Mais s'ils savent qu'il y a un terrain de basket qui est ouvert jusqu'à 3 heures du matin, vous avez plus de chances de les retrouver là-bas entre amis sur le terrain de basket, s'amuser dans un endroit sécurisé, dans des quartiers où même vous-même avec votre épouse, vous avez envie de sortir, marcher, faire un peu de footing, un peu de zumba. Vous vous retrouvez dans ce centre avec votre enfant qui a son aire de jeu, avec un restaurant où vous allez manger et vous retrouvez et vous allez pratiquer des activités sportives, des activités saines pour vous-même. C'est aussi un moyen pour nous de faire de la détection de talent. Parce qu'aujourd'hui, il y a de cela quelques années, nous bombons le torse en portant le maillot de l'équipe nationale. Aujourd'hui, il y a que les vrais aficionados qui ont on a un peu honte. C'est pas la faute aux joueurs. C'est pas la faute au staff. Mais si vous n'amenez pas suffisamment de talent pour donner plus d'options de jeu, vous allez faire avec ceux qui sont là. Et les autres, eux, ont plus d'options. Donc, l'idée avec les parcs sportifs, c'est de les mettre sur toute l'étendue du territoire, permettre de détecter rapidement les talents dans les sports collectifs, basket, foot. Il y a des systèmes de caméras qui vont permettre, par exemple, aux recruteurs, au lieu de venir au Togo, ça coûte une blinde. Mais s'il vient au Togo, il n'ira jamais à 5AC. Mais depuis chez lui, il peut retrouver des vidéos de grande qualité, des différents exercices de détection qui se font et sélectionner un certain nombre et décider de les suivre davantage de venir. Alors, pourquoi on en parle? Parce que chaque fois que nous avons réfléchi à mettre un écosystème du sport pour professionnaliser la filière. Donc, une fois que vous avez fait ces types d'investissements pour mailler le territoire, vous allez résoudre 3 problèmes. Le premier problème, c'est que dans 10 ans, vous allez pouvoir donner à la nation des talents qui vont être détectés précocement, pris en charge. Et donc, vous allez donner de la fierté sportive à votre nation. Et on sait ce que le sport apporte à nos pays. Deuxième chose que vous allez résoudre, c'est en réalité, on a une population qui est de plus en plus sédentaire parce qu'on a des activités comme ça. Et donc, vous allez apporter auprès des quartiers résidentiels des infrastructures permettant à cette population d'avoir une activité physique régulière. Alors, ça signifie qu'en fait, au lieu d'investir pour lutter contre l'obésité, le diabète et toutes les maladies liées à ça, vous investissez précocement via des infrastructures à ce que la population ait une vie saine.
en amont. Donc, en réalité, l'État fait des économies. En n'investissant pas sur ces aspects, en investissant précocement, on fait des économies, on permet à cette population de pouvoir vivre sainement plus longtemps. Le troisième point qu'on veut résoudre, c'est la question parce que ces terrains vont avoir une spécificité, c'est qu'on a des jeunes qui sont un peu en difficulté avec la société. On a des jeunes frères, certains qu'on connaît, qui se cherchent. Vous voyez? Et donc, c'est un lieu de sociabilisation où on travaille avec des associations les jeunes qui ont connu des problèmes avec la justice, les jeunes qui ont des problèmes avec la drogue. L'idée, c'est de pouvoir leur donner via le sport une activité, des formations et même peut-être en faire des coachs sportifs. Donc, si on arrive, aujourd'hui on a le premier qui est sorti, nous allons en construire. Si le modèle économique, on est en train de tester, et comme je le dis, c'est déconsolider de la dette publique, en réalité, c'est à l'État de mettre ces infrastructures en place. Mais à défaut, nous devons proposer des solutions pour que le secteur privé trouve intérêt à le faire, parce qu'à la fin, c'est le Togolais qui gagne, c'est le Togo qui gagne. Et donc, l'idée, c'est d'en construire 10 pendant les 5 prochaines années. Le premier est là, je pense qu'il y en a 2 autres qu'on va construire dans Lomé, et puis on va aller rapidement à l'intérieur du pays. Voilà l'une des choses. Vous avez dit que j'ai contribué à apporter de l'électricité. Au moins, bon, modestement, on a contribué à amener pour 800 000 foyers un peu d'électricité. Bon, c'est pas grand chose, mais je pense que si on est 4, 5, 10, 100 Togolais à faire ça, bah, je pense qu'on va pouvoir résoudre un peu de nos difficultés. Donc, j'incite tout le monde, au lieu d'attendre que l'État fasse X, Y, Z, se dire que finalement, c'est la terre de nos aïeux. Quelle est la plus grande fierté que je peux avoir, si ce n'est que de contribuer à améliorer les conditions de vie de nos habitants? Il n'y a pas de salaire qui vaut que ça, avec la fierté de dire, on a contribué à développer ce pays-là. Le patriotisme, ce n'est pas s'asseoir sur les réseaux sociaux et insulter son pays. C'est de pouvoir retrousser les manches et de travailler avec. Personne d'autre ne viendra le faire pour nous. Donc, une fois qu'ils ont fini d'insulter, qu'ils viennent et qu'on travaille. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour ceux qui ont suivi, l'objectif quand j'ai contacté Arthur, c'était, moi j'avais des questions par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Et lui, il a une vision globale de ce qui se passe parce qu'il est des dossiers qu'on ne lit pas, il comprend mieux les choses que nous et c'est la personne ressource. Peut-être la première des personnes ressources qu'on aura dans la nuit. Parce que Amen. Je les invite vraiment. Vous savez, venez partager votre intelligence et ce que vous faites. Parce que vous savez, les Togolais, il y en a beaucoup. Hein. Ils créent. Et quand ils viennent et que nos jeunes frères voient que, en fait, il y a nos grands frères qui font, on va mieux les orienter vers là. Et en fait, le Togo gagnera. Oui. Alors, notre numéro est partout, hein, vous savez, partout, peut-être même sous la publication, là, il y a notre numéro là-bas. Si vous avez envie de passer la nuit, de parler de ce que vous faites, de montrer ce que le Togo a de meilleur, c'est justement ça qu'on veut, et ne pas insulter le pays. Écrivez-nous. Écrivez-nous et on va rendre fiers ceux qui sont dans le pays et ceux qui nous voient depuis l'extérieur. Moi, je vous dis à la prochaine.